Parallax View, quatrième du nom, quatrième émission déjà. Bienvenue et bonjour ou bonsoir, bonne nuit, bonne route, on ne sait pas, c'est égal. Je suis ici avec mon ami Patrick Ramu. Salut. Et nous allons parler, non pas de Ti West, ça devient l'Ardésienne cette histoire, hein. Il faut qu'on les voit tous. Voilà, on va vous faire un numéro Ti West, mais là on a décidé aujourd'hui de vous parler d'Henri Verneuil. Pourquoi ? Parce que déjà, on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de parler de cinéma français un petit peu quand même, une fois, hein, histoire qu'on voit qu'on n'est pas que des fans de cinéma américain, bien que le cinéma d'Henri Verneuil, il y a quelque chose de très américain, on va le voir. Et puis, parce qu'on a fait les liens, enfin tout le monde fait les liens entre deux films d'Henri Verneuil, mais pas forcément un troisième, c'est trois films qui suivent, réalisés entre 1976 et 1982, qui sont, à mon avis, je crois, à notre avis, je crois que je peux le dire de manière unanime, les films les plus intéressants qu'il a fait de sa carrière. Et je pense qu'ils sont d'excellents longs métrages. Aujourd'hui, ce sont des films de référence dans le genre de la conspiration, ce qui va bien avec Parallax View. Oui, il était temps, un peu qu'on y vienne quand même. Mais il y a aussi du cinéma français de conspiration. Oui, il n'y en a pas des masses, mais lui... Mais encore une fois, est-ce que ça ne serait pas le cinéaste français le plus américain du cinéma français ? Parce que rappelons-le, Henri Verneuil, on ne va pas faire toute sa carrière, mais tout le monde se remémore. Alors, il a tourné déjà, il est plus âgé que ses contemporains, il est plus âgé que Georges Lautner, que Gilles Grangier, je pense aussi, en tout cas, Claude Pinoteau, c'est évident, que Yves Robert, enfin, que tous ces futurs réalisateurs malmenés, qui sont arrivés, qui ont eu vraiment leur heure de gloire, les meilleurs films qu'ils ont faits sont arrivés après la Nouvelle Vague. Ça a commencé au début des années 60. Henri Verneuil, c'est 61 Saint-Jean-d'Hiver, et Lautner, c'est Du Tonton Flingueur 63. L'explosion, si on peut dire, et ces gens se faisaient extrêmement malmenés parce que la Nouvelle Vague considérait que c'est du cinéma de papa, etc. Et voilà. Donc il est plus âgé que les autres, donc il a déjà tout un pan de carrière avant. Mouton à 5 pattes, La Vache et le Prisonnier, des gens sans importance, en 1955. C'est lui qui a fait ça ? Oui. Ouais. Enfin, tout un pan de carrière dans les années 50 qui est alors vraiment, effectivement, du cinéma de papa, du classique français, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Et je pense qu'il trouve vraiment son indépendance avec un Saint-Jean-d'Hiver qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors je ne veux pas dire que c'est un film qui pourrait pas appartenir à la Nouvelle Vague, mais on sent que c'est un film extrêmement libre dans son ton, dans la manière de jouer, la confirmation de Belmondo confronté à Jean Gabin, enfin voilà, on ne va pas parler d'un Saint-Jean-d'Hiver, mais voilà. Et puis, pour moi, son film le plus intéressant de la période, c'est quand même Mélodie en sous-sol, qui est très, très américain. Très américain, un film de casse assez étonnant, qui a été produit par la filière française de la MGM d'ailleurs, c'est assez curieux, et qui le mènera d'ailleurs à Hollywood, puisque Henri Verneuil est le seul de ces cinéastes français, si je ne dis pas de bêtises, à être parti à Hollywood. Il a été appelé par Hollywood, il avait un contrat de 3 films avec la MGM. Il n'en tournera que 2, La 25e heure et La bataille de Saint-Sébastien. J'ai jamais vu ces films, honte à moi. Tu les as vus toi ? Pas La 25e heure. Je crois qu'il y a Anthony Quinn dans les deux. Oui, c'est possible. Et puis, c'est vrai que c'est un réalisateur avec cette expérience américaine. J'ai l'impression qu'il est revenu et que c'était quelqu'un qui était prêt pour gérer des stars. Parce qu'évidemment, le cinéma français des années 60-70, c'est un cinéma de stars avec des égos à gérer. Et simplement, tout le monde parle du Clan des Siciliens, qui est donc... son film peut-être le plus connu, c'est pas le meilleur, mais c'est en tout cas son film le plus connu. C'est le film qui fait en tout cas qui revient en France, parce qu'il avait un contrat pour un 3e film avec la MGM. Les 2 films qu'il a tournés là-bas sont pas des succès intersidéraux, c'est pas des catastrophes, ça rentre dans son argent, mais c'est pas non plus les succès attendus. Et je crois qu'il est rappelé plus ou moins par Giovanni, Auguste Le Breton et toute cette équipe. Enfin, il a cette opportunité de faire Le Clan des Siciliens, qui est produit, encore un truc bizarre, produit par la filiale française de la Fox. Donc ça continue ces traces américaines comme ça. Le cast sera produit par la filiale française de la Columbia, donc c'est assez étonnant quand même. Donc je ne sais pas si c'est un lien, si c'est un hasard ou pas. Toutes ces majors avaient leur filiale française à l'époque. Mais en tout cas, il revient avec Le Clan des Siciliens, et c'est vrai que Le Clan des Siciliens, tu parlais d'ego à gérer, il en a quand même 3. Il a quand même il a quand même Delon, il a quand même Ventura et il a quand même Gabin à gérer en même temps. Et le rôle de Belmondo d'Alain Delon est écrit pour Belmondo à la base. Et c'est Belmondo lui-même qui a dit non mais c'est pour le samouraï, ça ira beaucoup mieux que pour moi, et je pense que c'était une bonne idée de décliner cette offre-là, quoi. De toute façon, il se rattrapera après, puisqu'ils ont tourné 7 films ensemble, ou 8, parce qu'il y a encore ou 8 ou 9. Je crois que parce qu'il y a encore un sketch d'un film qui s'appelle La Française et l'amour qu'on oublie tout le temps. Mais ils ont fait vraiment... Je pense que Belmondo n'a jamais autant tourné qu'un réalisateur. Il a même plus tourné avec Verneuil qu'avec De Broca ou qu'avec Lautner. Donc c'est vraiment la collaboration la plus longue. On voit en tout cas, on voit dans certaines interviews, j'ai l'impression que Belmondo se sent compris
se sent vraiment respecté. J'ai l'impression aussi qu'il se sent un peu à la maison quand il tourne avec Henri Verneuil, parce qu'il sait qu'il est un professionnel. Je pense aussi qu'il respecte le fait qu'il est tourné aux États-Unis, et que c'est un excellent conteur d'histoire. C'est ça la force, à mon avis, d'Henri Verneuil. C'est comme ça d'ailleurs lui-même qu'il se définit. Je suis un conteur, et je pense que en tout cas les films Verneuil-Belmondo, pour moi, j'y trouve une grande solidité, et un Belmondo qui est toujours très très à l'aise, très bien et très bien utilisé. Mais moi je me demande s'il n'y a pas un accord tacite entre les deux, de kamikaze aussi, parce que Verneuil, il voit que Belmondo il a envie de faire ses cascades lui-même, et il articule certainement, en tout cas dans le CAS on le voit très bien, je ne sais pas si tu sais que le CAS, c'est un film qui a été tourné 2 fois. Comme certains films français, Le Clan des Siciliens a été tourné 2 fois aussi, c'est-à-dire comme c'était des filiales de majors américaines qui tournaient des films avec des acteurs français, ils demandaient une double version, c'est-à-dire une version tournée en français et une version tournée en anglais, pour théoriquement éviter de doubler les acteurs. Sauf qu'évidemment, des Belmondo qui parlent en anglais, ça ne fonctionne pas du tout. Mais les films étaient tournés vraiment 2 fois. Tati avait fait ça aussi pour Mon Oncle. Il y a quelques exemples comme ça. Le Cerveau, je crois aussi, a été tourné comme ça en double version. Et si on regarde le film en anglais, le CAS, par exemple, si tu achètes le Blu-ray du CAS, tu as la version américaine dessus, qui n'est pas le même film, qui est plus court et qui est presque mieux, parce que l'action est un peu resserrée. Tu sais, cette course-poursuite dans Athènes qui est mémorable, mais qui est quand même presque trop longue. Ça n'en finit plus. Ouais. Ils voulaient faire Belit, en fait. Ils ont vu Belit et puis ils voulaient faire la même chose, voire ça, puissance 2. Donc voilà. Mais Peur sur la ville, je pense que c'est un film qui amorce un truc aussi. On ne va pas parler de Peur sur la ville particulièrement, mais parce que les cascades n'auront jamais été aussi démesurées. Ok, tourner une course-poursuite en voiture sans autorisation dans Athènes, c'est quelque chose, mais mettre Belmondo sur le toit d'un train, d'un métro aérien, c'en est une autre, suspendu avec un hélicoptère en bas des fenêtres et tout ça. Et je pense que là, Verneuil amorce un truc, moi qui m'a paru assez clair et qui me paraît assez clair depuis longtemps, c'est que Verneuil, et ça c'est ce côté très américain, très thriller. Je sais pas, j'ai jamais trouvé d'interview d'Henri Verneuil où il parle d'Alan J. Pakula par exemple, mais je serais qu'à moitié étonné que ce soit un aficionados de Parallax View, que celui-là, Clout et des choses comme ça, parce que il joue extrêmement bien sur les espaces vides, les ambiances nocturnes faites d'espaces vides, faites d'endroits très impersonnels, un peu comme l'endroit dans lequel on est. On enregistre à Beaumont, à Fribourg, pour ceux qui connaissent ce quartier. Il y a un côté très Peur sur la ville, des grandes tours entrecoupées de centres commerciaux comme ça, en plein pied, des tea rooms, des machins qui ne vivent pas la nuit, et que ce soit dans Peur sur la ville ou dans les 3 films qui nous intéressent aujourd'hui, il y a ce côté qui revient un peu, créer des ambiances un peu malaisantes comme ça, un peu stressantes, d'ambiance de nuit où en fait il n'y a rien, il n'y a personne, un peu comme Pakula le faisait dans Les Hommes du Président, les fameuses scènes où Redford va voir Gorge Profonde par exemple. Oui, puis alors clairement dans Parallax View, à cause d'un assassinat. Et c'est vrai que Verneuil est très sensible, il le dit d'ailleurs dans une interview en relation avec Icom Icare, à l'architecture, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des lieux qui au niveau architectural sont vraiment frappants, mais il en utilise vraiment, il en tire le maximum pour créer ces ambiances. Donc il a ce sens effectivement du cinéma américain que d'autres réalisateurs français n'ont pas. Et c'est vrai qu'on a tendance en tout cas à l'époque, on avait tendance à le critiquer en disant que c'était un peu un cinéaste de vendu, un cinéaste un petit peu pépère, désuet, mal réalisé. On lit ça à l'époque, c'est mal réalisé, alors qu'on voit quelqu'un qui est influencé mais qui essaye de recréer ces ambiances-là et qui arrive, à mon avis, très très bien. Alors moi, ce que j'ai vu dans des interviews le concernant, c'est qu'on voit qu'il est un peu blessé par ça. J'ai pas forcément lu ces interviews, mais qu'il est un peu blessé par ce côté, et il a un côté un peu peut-être arrogant de le dire, mais qui d'autre à part moi, je crois que c'est sur le tournage de Peur sur la ville, oui, ça, qui d'autre à part moi en France est capable de tourner des scènes d'action comme je le fais. Alors après, toi tu le disais, je pense que tu as raison par rapport à des films américains au niveau de la mise en scène pure, il y a un côté un peu plat peut-être, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est ce qu'on disait déjà l'autre fois, c'est qu'il y a un côté, il faut faire avec les moyens du bord. C'est pas non plus c'est peut-être des productions qui sont importantes en France, mais on ne peut pas rivaliser avec ce qu'il fait aux États-Unis. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup regardé de films et qui s'en inspire, mais sans prétention, sans faire non plus de la copie. C'est du vrai cinéma français.
en même temps dans des genres marqués avec quand même cette volonté du découpage, d'une efficacité qu'on finalement, si on regarde les films aujourd'hui, les films français, eh bien les films réussis, efficaces, films de genre, je pense à Boîte Noire par exemple, un film, c'est pas du Henri Verneuil, mais la manière de le découper, de le construire, ça m'a fait penser typiquement à ce genre de film-là. Donc on parle pas souvent de lui, mais à mon avis il y a une vraie influence, parce que c'est le réalisateur qui fait le pont, à mon avis, entre deux cinémas, qui le fait bien, qui a été malheureusement malmené et critiqué un peu facilement, alors que il est plus subtil que ce qu'on veut bien lui accorder. Oui, parce que, alors, revenons en arrière 2 secondes, Belmondo, Verneuil, c'est aussi Week-end à 8 coups, qui est quand même un film de guerre plutôt putassier, et puis pas franchement très, très agréable, pourtant c'est vraiment pas mal, voire bien. Et bien réalisé, alors moi je trouve que l'image est bien, puis 100 000 $ au soleil, ça reste, c'est un film de gros macho, on est d'accord, mais au niveau de... Ça tourne, moi je trouve que ça tourne mieux que Le Salaire de la peur, alors c'est beaucoup plus décomplexé, beaucoup plus détendu, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Non, et ce que je trouve aussi, et ça se voit déjà dans Un singe en hiver, et en regardant ces films dont on va parler là, il y a ce côté extrêmement à l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de faire des plans pas possibles, de chercher un effet, d'essayer, même qu'un acteur dit son texte. Parfois on voit Yves Montand, il dit son texte. On pourrait essayer de trouver du style, d'avoir une interprétation encore un petit peu plus ambiguë. On donne de l'information, et en même temps, ce n'est pas un cinéma qui explique trop. Il y a une interview où il dit moi, le cinéma où on explique ce qui se passe, un petit peu comme Christopher Nolan le fait dans ses films, j'explique mon concept. Il dit c'est pas du cinéma, c'est de l'info, et donc il va à l'essentiel, et c'est toujours propulsif, c'est toujours on va de l'avant, on enchaîne la scène suivante, il y a des transitions qui sont sèches mais qui sont hyper cohérentes. Et c'est ça qui frappe en fait, c'est que ça a l'air de rien, ça a l'air de pas grand chose, ça a l'air d'être une mise en image. C'est, comme tu l'as dit, pour moi pas forcément une belle image, pas toujours en tout cas, mais c'est extrêmement efficace et bien pensé. C'est des films aussi, mais ça va avec, ça suit, c'est un peu des films froids, en tout cas les films dont on va parler. Peur sur la ville, moi je trouve que c'est un film pas très chaleureux, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, on n'est pas là pour parler de Peur sur la ville, on est là pour parler de la suite. C'est-à-dire que Peur sur la ville, c'est la 5 ou 6e collaboration avec Verneuil. On va jamais y arriver, mais enfin, ils ont déjà tourné pas mal de films ensemble. Et alors, Belmondo part tourner après L'Incorrigible, ça sera son dernier film avec De Broca, ça se passe pas bien. Ils ont chacun un ego un peu trop démesuré, et c'est vrai que le film est quand même pas génial. Si on regarde Le Magnifique 2 ans avant, L'Incorrigible, c'est quand même un peu... Voilà, il y a quelques scènes sympas, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu un téléfilm grand luxe. Il tourne après Belmondo l'Alpagueur avec Philippe Labro, qui est pour moi vraiment un des meilleurs thrillers français possibles, méchant et tout ce qu'on veut, mais qui sera pas un succès fracassant. Ce que j'aime pas ce film. Oui, je sais, on en parlera une fois. Mais c'est vrai que c'est un film méchant, effectivement. Coco. Mais c'est vrai que ça ne marche pas, hein, ça marche pas, ça rentre dans son argent pour un Belmondo. Mais pour un Belmondo, c'est pas des succès intersidéraux comme ont pu l'être Le Casse ou Peur sur la ville. Et puis vient cette idée de recollaborer avec Henri Verneuil assez vite pour Le corps de mon ennemi, et tout portrait à croire qu'ils vont faire... Belmondo n'a jamais fait de suite, hein. Il n'a jamais tourné une suite. Il a fait un remake de son propre film, hein. La Shkumun est un remake de Un nommé Larocca, c'est-à-dire que c'est basé sur le même bouquin, sur le même personnage, etc. Et puis il l'a fait il l'a fait 2 fois. Il l'a fait aussi avec le dernier film qu'il a fait avec Melville, où ça s'est mal passé, avec Charles Vanel. Comment s'appelle ce film ? L'Aîné des Fers chauds. Il fera un remake en une version télé plus tard. Voilà. Mais il n'a jamais fait de suite. Et c'est assez étonnant de voir que Belmondo, qui sort de 2 films qui n'ont pas été des succès fracassants, qui est quand même au sommet de sa forme. Il a 43, 44 ans à l'époque, mais il est beau comme un dieu. Il pète le feu. Enfin, c'est vraiment son âge d'or, quoi, entre
83 et 82, quoi, quelque chose de 81, 82. Et tout porterait à croire qu'ils vont faire un Peur sur la ville 2 ou quelque chose qui booste autant, et pas du tout. Puisque Le corps de mon ennemi est un film où Belmondo, on a calculé, il met 2 baffes et un coup de boule, je crois, sur 2 heures de film. Et encore, il les mettrait pas, ça changerait pas grand-chose à ce qui se passe. Donc c'est un film plutôt intimiste. C'est quoi? C'est l'histoire, on va quand même raconter de quoi ça parle. Ça raconte de l'histoire d'un homme qui revient dans la ville où il a grandi, où il a vécu, et il sort de prison en fait. Il a fait 7 ans de prison, et on va suivre son parcours. Pourquoi il revient là? Il revient là pour peu de temps, pour 24 heures. Donc le film se passe, si je dis pas de bêtises, en 24 heures, d'un matin au lendemain matin. Il arrive avec le train, il repart du train. Il y a un côté western un peu. Oui. Et il vient pour régler ses comptes. Et par des flashbacks successifs, on va comprendre qu'est-ce qui fait que cet homme s'est fait prendre au piège finalement. Prendre au piège de son ambition, d'une espèce de réussite sociale à laquelle il a toujours aspiré. Il a convoité ça pendant toute son enfance. On voit des scènes de flashback, et on va comprendre comment il s'est mis le pied dans la toile d'araignée, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans le panier de crabe, et il a été le bouc émissaire à force de vouloir trop être indépendant et pas rentrer dans le moule d'une espèce de conglomérat local, d'une espèce de notables qui sont tous maqués, et on sent que ça pourrait se passer à Fribourg. Non, mais je veux dire Fribourg comme ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quelle petite ville de province. Ouais. Et on trouvait que c'était une bonne idée de le rattacher au pur film de conspiration d'Henri Verneuil, qui sont Icône Icare et 1000 milliards de dollars, dont on parlera tout à l'heure, qui sont toujours rattachés comme un diptyque. Mais on trouve, en tout cas moi, mais je crois qu'on trouve vraiment que Le corps de mon ennemi est une espèce d'amorce, sans doute inconsciente, puisqu'on est sur une échelle de conspiration à l'échelle locale, alors qu'Icône Icare, on est sur une échelle étatique, et 1000 milliards de dollars au niveau planétaire. Donc il y a une espèce de crescendo entre les 3 films qui se suivent extrêmement bien, même si effectivement le côté conspiratoire du corps de mon ennemi n'apparaît que dans ses ultimes retranchements. C'est pas franchement sur quoi le film est vendu. D'ailleurs, j'ai revu juste avant d'enregistrer ce truc la bande-annonce d'époque je crois que je l'avais jamais vue. Elle vend extrêmement mal le film, parce qu'on ne comprend rien à cette bande-annonce, on sait pas où ils veulent en venir. On sent qu'ils essaient de mettre en avant une espèce de truc d'action, mais ouais, je suis pas tellement étonné que je pense que le film a été extrêmement mal vendu à l'époque. Bon, c'est pas un film évident à vendre, si on prend le genre de cinéma dans lequel excellait Belmondo. Par contre, c'est un film, tu parlais de conspiration, il est à la croisée du film de la satire sociale. C'est un film satirique, c'est un film mordant. On ne s'en étonne pas, parce qu'il est adapté d'un roman de Félicien Marceau. Mais qui aussi est Félicien Marceau? Moi, je connais pas. C'est un roman. Il a eu je crois qu'il est à l'Académie française. Oui. Il a fait différents romans, scénarios, etc. Et puis évidemment, Michel Audiard, incontournable Michel Audiard, et ça nous donne un scénario, des dialogues truculents. Enfin, c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est d'une écriture ciselée. C'est dans une certaine sobriété, un peu comme Mordin pourri, qui viendra juste après. Tout à fait. Et c'est pas vrai du Audiard volubile, qui veut faire du tape à l'œil. On est vraiment dans des petites pointes comme ça, très ciselées, mais qui ne peuvent devenir que de sa plume, quoi. Oui, et puis parce que je pense, comme tu le dis, c'est assez, c'est pas volubile. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment en accord avec le personnage lui-même, qui a souffert, qui s'est rendu compte de son arrogance, et qui en même temps construit sa vengeance. Donc c'est quelque chose qui est très calculé. Donc chacune de ses répliques sont pensées, sont ciblées. Donc je trouve que c'est vraiment totalement raccord avec ce personnage, qui est quand même un homme blessé, et qui revient dans une ville où personne ne le veut. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est un film plutôt, on se dit, moi je me rappelle, j'ai le souvenir la première fois que j'ai vu ce film, je voyais plutôt une critique sociale, un de ces films dans une communauté, critique la bourgeoisie, et en fait ce côté conspiration, on a quand même un homme qui a été broyé par une communauté, par des notables, et qui, alors, à la différence, c'est pour ça peut-être la différence des films suivants, a encore un moyen d'action, parce que c'est local, et il a encore la possibilité, parce que c'est une vengeance, donc il a la possibilité d'avoir la main mise sur ce qui se passe quand il revient dans cette ville. Mais ce qui est très fort, c'est que c'est une vengeance dans laquelle il ne s'implique pas. Et ça, c'est assez rare au cinéma. C'est-à-dire que c'est comme un type qui est en train de jouer aux échecs et qui place extrêmement bien ses pions, et qui va juste laisser les gens s'entretuer, enfin je veux dire se dépatouiller dans leur merde, je peux pas dire ça autrement. C'est la pourriture de la ville qui agit enfin quand il revient, il fait juste il fait démarrer le mécanisme, et en fait le château de cartes s'écroule presque tout seul, effectivement. C'est-à-dire qu'il repart
personne pourrait venir sur le quai de gare quand il repart lui dire monsieur, on va vous menotter, vous amener au poste. Je veux dire, il n'a strictement rien fait, si ce n'est assouvir sa vengeance d'une manière extrêmement intelligente. Moi, il y a un autre truc que je trouve assez habile dans ce film, alors peut-être toi tu vas moins trouver que moi, c'est les scènes de flashback. Moi je trouve qu'elles sont assez bien amenées. On cite toujours Highlander comme des scènes qui sont extrêmement bien amenées entre le passé et le présent. Moi je trouve que là elles sont extrêmement bien amenées. Et puis il y a un tour de passe-passe qu'Henri Verneuil avait expliqué, puisque le film se passe à 7 ans d'écart entre un Belmondo qui est censé avoir la bonne trentaine et avoir 45 ans, donc entre 35 et 45 ans, et qui a subi 7-8 ans de prison, donc il est censé avoir morflé, et il a exactement le même physique. Et Henri Verneuil s'est cassé la tête pendant des semaines à essayer de réfléchir comment il pourrait rajeunir Belmondo, jusqu'au moment où il s'est dit, mais on va faire beaucoup plus simple, on va mettre une voix off, c'est-à-dire que le film est raconté en voix off, et Belmondo, il dit une phrase, je la sais pas par cœur, mais il dit un truc du genre, oui, j'arrive pas à me voir avec les yeux d'hier. Il dit, j'avais pas cette tête-là, donc il se c'est commente lui-même, ouais. Mais quand on a des souvenirs, quand on était jeune, on se voit comme on est aujourd'hui. C'est très subtil et je suis d'accord avec toi. La transition entre le passé et le présent, parce qu'au début elle est assez marquée, et puis au bout d'un moment ça vient très naturellement. Et pour moi c'est vraiment un modèle d'écriture, je le répète, parce que je trouve que c'est dommage que la bande-annonce, tu dis, n'arrivait pas à mieux vendre le film, parce que c'est extrêmement cohérent, et en même temps on sent toujours, quand on est dans le présent, on sent le poids du passé. Et quand on est dans le passé, on sent qu'il va arriver on le sait. On sent aussi que ce type, aussi d'ailleurs, quand il est enfant, il a envie de se venger parce qu'on l'a traité un peu comme un fils d'ouvrier, et il veut coucher donc plus tard avec la fille du grand patron. Marie-France Pizier. Donc il y a un côté grimper les échelons, mais plutôt presque par vengeance personnelle déjà. Dès le départ. Ouais. Dès le départ. Donc en fait, c'est quelqu'un qui veut se venger dès le départ, qui paye le prix et qui finit par revenir pour se venger une nouvelle fois, mais cette fois en étant, comme tu l'as dit, plus impliqué. Donc c'est très très intéressant au niveau de l'arc du personnage. De ce point de vue-là, c'est vrai que ces transitions sont extrêmement bien traitées, et il n'y a pas besoin d'effets de style, hein. C'est, je pense, des effets de montage, et surtout un dialogue qui est souvent, il amorce une phrase, il parle de, je sais pas, est-ce que tu veux un sandwich, et boum, on part dans une scène avec Bernard Blier, on prend un sandwich, ça a l'air de rien, mais ça lie les deux scènes extrêmement bien. Et cette voix off, parfois les voix off sont un petit peu surutilisées, un peu lourdes, elles ralentissent le récit. Ici, je trouve que c'est très très bien placé, évidemment, avec la voix de Belmondo. Oui, mais il n'en fait pas des caisses. Il y a quand contrairement à plein de films, même dans l'Alpaguer, avec ses Café Pousse Café Cigare, à la Tienne Coco, il est moins dans le côté belmondesque qu'il avait déjà beaucoup à l'époque. Je ne vais pas dire qu'il est sur la retenue, mais il est beaucoup plus dans un jeu naturel comme il avait 10 ans avant. Ce qui fait que moi j'ai dit quand on me demande quel est ton film préféré avec Belmondo, alors j'adore évidemment faire exprès en disant Le corps de mon ennemi, et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont un souvenir lointain, qui disent ah ouais je l'ai vu, ou je l'ai pas vu, je l'ai vu, puis c'était quand même pas mal mais je m'en souviens plus bien. Je pense que si vous avez un peu marre de voir le professionnel qui a ses qualités, puis qui a aussi une histoire de vengeance qui fonctionne un peu sur le même principe de base, parce qu'il n'agit pas tellement dans le professionnel non plus, hein. Il vient, il pose un échiquier, et puis il attend que le château de cartes tombe tout seul. Mais je trouve que Le corps de mon ennemi est vachement plus subtil, hein. Mais je trouve que c'est aussi un film, par rapport au personnage, c'est personnel. C'est-à-dire que même quand il fait de l'esprit, quand il est un petit peu ironique, comme ça, c'est personnel, il y a une souffrance de son personnage. Donc pour moi, c'est une de ses meilleures performances, c'est du Belmondo. Moi j'aime beaucoup par exemple ce qu'il fait dans L'Héritier, je le trouve aussi très très super, bon. Ouais. Mais si on veut regarder vraiment des rôles qui sont en parallèle à ces grandes performances physiques, humoristiques, je pense que Le corps de mon ennemi s'impose assez naturellement comme un de ses meilleures performances. Alors on peut pas parler du corps de mon ennemi sans parler du number one. Hein, je crois qu'on est obligé de parler. Enfin, moi, je vais être obligé de parler du number one parce que je trouve que dans ce film-là, il y a et ça, c'est mon côté un peu cinéphage déviant, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté porno chic dans ce film. Il y a un côté un peu... Non, mais si tu compares à ce qui se passe au même moment en France, c'est quoi ? C'est des grands hôtels avec des boîtes de nuit au sous-sol, des espèces de galeries marchandes avec des bijouteries. Tout est un peu c'est vraiment le moment, et ça se reflète assez bien dans le film, hein, des gens
ordinaires qui peuvent sortir du lot, qui peuvent sortir de leur créneau d'ouvriers, de classe sociale, de middle class, pour essayer d'atteindre les hautes sphères. Et c'est assez clair dans ce film que ça représente assez ce qui se passait à l'époque. Moi, je sais pas à Fribourg, mais le Parc Hôtel et le Bakaratsu, c'est assez typique, une espèce de boîte de nuit avec des miroirs, des trucs clinquants, on vient boire un cocktail, il y a des espèces d'orchestres avec des filles un peu dénudées. Et moi, je viens d'un coin beaucoup plus reculé que ça, et on avait la même chose, hein, on avait l'Hôtel National avec dessous le piano-bar, et voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a un truc très très sociétal. On va pas commencer dans des grandes théories, mais il y a un truc très sociétal dans ce film, puisque Belmondo, à un moment donné, on va pas raconter tout le film, il le spoiler pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais devient patron d'une boîte de nuit qui s'appelle le Number One. Et les scènes dans cette boîte de nuit sont juste, mais toutes plus incroyables les unes que les autres. Bon, on est dans les années 70, donc il y a évidemment la révolution sexuelle, et ça me fait penser, quand on est dans une boîte de nuit dans le Samouraï, le film de Melville, on est dans quelque chose de beaucoup plus froid. Alors entre la réalité et ce qu'on nous montre, c'est différent, mais quand même, c'est totalement différent. On est dans quelque chose de sexy, quelque chose d'un peu plus vulgaire aussi. Mais où les gens osent aller dans ces boîtes, et d'ailleurs on voit, on voit ce spectacle qui est de cette dont tu vas parler pendant 2h30, Frida de Düsseldorf. Non, mais qui est, quand on est, parce que moi j'ai vu le film assez jeune, hein, et c'est vrai que c'est assez frappant, mais il y a ce côté spectacle. C'est-à-dire qu'on ose maintenant, à cette époque-là, montrer du sexe sous forme de spectacle, de manière exploitative, mais vraiment extrêmement sans tabou. Mais un peu de la même manière qu'on va voir Emmanuel au cinéma, quoi. C'est exactement ça. Sans que ça pose de problème. Moi, je sais que mon père, si tu m'écoutes, papa, désolé, mais il allait de temps en temps dans des piano-bars sans qu'il y ait ambiguïté. Il disait, ouais, on a vu, voilà, on n'a pas vu Frida Düsseldorf, mais voilà. Donc oui, on va parler de Frida Düsseldorf. Qui est Frida Düsseldorf ? Eh bien, c'est... Je vais faire un tour, je reviens dans une heure. Non, mais je plaisante. Je pense que toutes les personnes attachées à ce film se souviennent de ce personnage. Pourquoi on s'en souvient ? On l'a sous les yeux. Hein. C'est que le film, quand il a été exploité en dehors du cinéma, où il y avait une affiche assez froide, où on voyait Belmondo en imperméable et puis une photo de famille par terre, quand le film est sorti en VHS, à la grande époque du vidéoclub, donc quand René Château, quand il s'associe à René Château, ils sortent en 1980 en copyright, toute une série de films qu'il resérigraphie sous l'écriture typique Belmondo début des années 80. Et pour Le corps de mon ennemi, on ne met pas l'affiche, on met un trucage de photo, une photo qui existe où on voit Belmondo devant une fille seins nus avec un string avec des cerises dessus, comme ça. Et en plus, la photo qui existe, c'est pas tout à fait la même. Il y avait une photo d'exploitation qui était devant les salles, on voyait Belmondo, nœud papillon, fleur à la boutonnière, avec Frida Düsseldorf derrière, donc qui est une de ces stripteaseuses d'attraction de sa boîte de nuit qui s'appelle le Number One. Et quand vous avez 1980, moi je l'ai vu en 8 ans, 9 ans, 10 ans, et que vous louez ce film un soir où vos parents sont pas là, puis qu'ils l'ont vu, ils disent « Ouais, le corps de mon ennemi, tu peux regarder », mais qu'ils n'ont pas vu la jaquette, et que nous on se dit « Mais on va voir, Belmondo a fait un film cochon », enfin c'est assez bizarre. Et c'est là qu'on voit le côté un peu putassier, racoleur qu'avait René Château à l'époque, mais évidemment c'était un excellent... on critique toujours René Château, on dit « Ouais, voilà », mais n'empêche que sans lui, je pense pas que Belmondo serait arrivé si haut. Donc rendons quand même à César ce qui appartient à César. Donc voilà. Donc il y a une scène effectivement dans le film qui est balancé sur une musique sur une musique de Francis Lay. Ouais. Je crois que c'est la seule fois... Non, c'est pas vrai, il y a Lelouch encore. Un homme qui me plaît, avec Annie Girardot, où Belmondo a été associé à Francis Lay. Mais à cette époque-là, c'est assez curieux que ce soit pas un Ennio Morricone qui fasse cette musique. C'est Francis Lay. Et peut-être parce qu'il a un côté peut-être plus jeune, il y a une scène dans une boîte de nuit, un morceau qui s'appelle Jackpot, dans le film d'ailleurs qui est balancé au début. Qui ressemble à Money de Pink Mais le Floyd. début, c'est Money. Ah, c'est complètement ça. C'est Money, ouais. Et dans le disque, il n'y a pas l'intro. Donc je pense qu'ils ont eu des problèmes de droit qu'ils ne pouvaient pas. Où on voit cette fille blonde, magnifique, qui s'effeuille pendant 3 minutes, et je crois qu'il n'y a pas de coupe, vraiment. Ça dure vraiment le temps de la chanson. On voit ce qui se passe un peu dans la boîte de nuit. Je pense qu'il y a deux, trois plans de coupe. On voit Belmondo qui va dans son bureau, etc. Et oui, quand on a 9 ans, ça marque un peu. Mais par contre, je vais te raconter une anecdote qui est quand même assez drôle, même si on s'en fout un peu. C'est qu'à l'époque, j'aurais jamais pensé qu'il serait plus facile de rencontrer Belmondo que Frida Düsseldorf. Frida Düsseldorf, disons-le quand même tout de suite, c'est une contorsionniste à la base qui s'appelle Serena. À ne pas confondre avec la Serena allemande qui jouait dans des films cochons à la même époque que Brigitte Lahaie, qui a fait un seul autre film pour la Hammer qui s'appelle le Cirque des vampires,
où il joue le rôle d'une espèce de contorsionniste maquillée en serpent, et puis ça avait fait beaucoup de bruit aussi à l'époque. Donc qu'est-ce qu'elle est devenue, je ne sais pas. Mais par contre, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais bon, j'ai eu par chance des contacts avec Belmondo, mais je devais toujours passer de manière indirecte. Et à un moment donné, je disais quand même, la photo dédicacée ultime, c'est quand même la photo de Belmondo avec Frida Düsseldorf, et j'y avais envoyé 2 photos. Et Schnappant, il en a gardé une pour lui, il l'a mis sur sa cheminée encadrée. Et j'ai appris, au retour de la photo, il y avait un petit mot dedans, il y avait marqué « Pour ton information, Frida Düsseldorf a été consommée pendant le tournage. » Voilà. Ouf, ouais. Donc, ce qui veut bien dire que Belmondo, à l'époque, eh bien, oui, c'est une époque révolue aujourd'hui, voilà. Mais je pense qu'il y avait consentement mutuel, il n'y a eu aucun problème. Mais qu'à un moment donné, quand on fait venir une stripteaseuse qui venait de je sais pas où, de Düsseldorf peut-être, hein, pour jouer dans ce film, et ben, à un moment donné, voilà. Et quand on m'a dit qu'elle a été consommée, je suis désolé, mais moi, ça m'a plutôt fait sourire, mais pas du tout méchamment. Mais je dis, voilà, ça reflète assez bien tout ce qui se passait à l'époque, quoi. Bon, sans le savoir, en voyant le film récemment, au début du striptease, elle lui fait un clin d'œil, oui, et Belmondo lui rend son clin d'œil. Ce qui n'est pas c'est forcément quelque chose qu'il fait tout le temps, il lui rend son clin d'œil. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et en voyant ça, je me disais, sans doute, oui. Donc, mais c'est vrai que c'est une scène, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, cette scène? Mais en fait, non. Parce que j'ai justement ce côté très sexy, comme tu l'as dit, cette mise en spectacle, et c'est cette boîte où il veut en fait qu'on projette à cette communauté il le dit, hein. sa propre luxure, son propre vice, qui gauge là-dedans dans cet empire du vice, pour pouvoir un petit peu les avoir aussi à sa botte. Ça se retourne contre lui, évidemment, puisque après il va finir en prison. Non, puis cette scène est indispensable puisqu'on la revoit en effet miroir après, puisque c'est à ce moment-là que la pour conspiration se passe, le rythme, exactement, passe qu'on mesure le temps dans l'arrière aussi de la scène, exactement. dans les arrière-plans. Ouais. Ouais. Donc c'est un film assez particulier quand même, hein. C'est qu'on parle de film de conspiration, on est dans la critique sociale, on a ce côté très années 70, et on a, pour moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est un superbe scénario. J'insiste là-dessus. Je pense qu'on ne parle pas assez de ce film-là. Quand on parle des films des années 60, 70, on parle de, je sais pas, des films de Claude Sautet, etc. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est absolument superbe. Ça coule de source. Le verbe est magnifique, et on sent Belmondo, on sent sa jubilation à lire le texte, franchement. Oui, alors absolument. Mais on sent qu'il est vraiment dans le personnage, quoi. Il est investi dans ce personnage à 150%. Alors, on va quitter Belmondo tantôt, mais je crois qu'il faut quand même qu'on parle un tout petit peu des acteurs récurrents qu'on voit dans ce film, qui sont quand même pas tristes. Les figures typiques des seconds couteaux, dont on se souvient souvent du visage mais jamais du nom, dont les potes à Belmondo qui viennent, qui ne servent à rien. On a Charles Gérard qui est chauffeur de taxi, qui n'est fait des jamais jeux de bon, mots. mais Mais là, il sert vraiment à rien parce qu'il a une scène très 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 courte. On a Claude Brosset qui jouera après dans Flic ou Voyou, entre autres, mais qu'on voit plusieurs fois, qui joue un double rôle là de Oscar, le commandant et Janine. On vous en dira pas plus. Daniel Ivernel qui joue le maire du Bled, qui est quand même une sacrée tête aussi. Sacrée tête. Et on a François Perrault. Moi, j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il a un côté un peu pédant comme ça, un peu. On sent qu'il se la joue aussi très cynique, deuxième degré, parce qu'il est très souvent glissé dans la peau de petits notables, on va dire, quand même un peu à la botte, et un peu enfoiré sur les bords comme ça. Ce sont des voix aussi. C'est des superbes acteurs. Quand on les entend comme ça nous donne tout un envie. Ça sert aussi super bien le texte, hein, exactement. Puis alors évidemment, il est plus en avant dans le film, puisque c'est le second rôle et c'est le méchant du film. Raphaël Di Massa, un nom dont on se reparlera tout à l'heure. Mais c'est Bernard Blier. Ah oui, oui. Voilà, je changeais en Liégard. Voilà. Alors Bernard Blier, c'est quand même aussi c'est quelque chose, hein, et c'est vrai que lui aussi, il a, on sent ce rôle de notable qui est manipulateur, qui décide du sort, du destin des gens, qui se moque complètement de ce que fait sa fille, qui est interprétée par Marie-France Pizier. Mort suspecte, hein, Marie-France Pizier. Oui. Très bizarre. Oui, effectivement. On enquêtera une fois. Non, mais c'est vrai, c'est très très bizarre. Ouais. Et on fera un spécial avec Nathalie Wood aussi. On peut, ouais. Et c'est vrai que Bernard Blier, Belmondo,
Ils s'étaient vus dans le film, ils avaient des scènes en commun évidemment dans 100 000 $ au soleil. Hein. Oui. Et c'est vrai que Bernard Blier, c'est aussi voilà, on parle des grandes stars de mon temps, de Gabin, mais le cinéma des années 60, 70, Bernard Blier, à mon avis, il est au même niveau que ces gars-là. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on peut plus vendre un film sur Bernard Blier à l'époque, je pense. Dans les Oui. années 50, on vendait un film sur le nom de Bernard Blier à l'époque, par rapport au physique, par rapport à des Delon, des montants, etc. On ne peut plus vendre un film sur son nom, je pense, et c'est vraiment dommage. Mais bon, là, il est employé, il est magistral. Il y a notamment une scène où il joue au Monopoly, je crois, ou je sais pas Oui. quoi, avec sa femme, je sais pas le nom de cette actrice, mais elle est extraordinaire. Il dit, c'était effarant. Elle dit toujours un truc, c'est pas ça, elle dit pas c'était effarant. Mais elle est complètement à côté aux fraises, elle comprend rien à ce qui se passe, alors qu'il y a des enjeux assez violents. Et au niveau des actrices, effectivement, on a Marie-France Pizier qui est impériale là-dedans, parce que effectivement, c'est la fille de Bernard Blier qui est utilisée quelque part par Belmondo pour se venger, alors qu'elle en est vraiment amoureuse, je crois. Et puis, elle a un jeu assez finot aussi. Ils ont des répliques, les deux, des répliques de chambre à coucher, notamment ils se parlent par télégramme interposé. C'est vraiment brillant aussi au niveau de l'écriture, quoi. Oui, et puis c'est un personnage, comme tu le dis, est-ce qu'on dit, ouais, c'est une femme utilisée? En fait, elle est très libre. Elle est libre par rapport à ses parents. Elle se moque presque d'être utilisée et elle comprend cet homme, et on la retrouve dans la deuxième partie de l'histoire, vers la fin, pour le dénouement. Et il y a un côté complètement assumé, extrêmement affirmé. Donc c'est pas du tout une godiche, c'est pas une femme qui est dominée. Ah non, pas du tout. Alors. Elle accepte, j'ai envie de dire, le contrat avec ce personnage interprété par Belmondo. François Leclerc, c'est ça? C'est son nom? Ou je me trompe? Oui. Oui, et de ce point de vue-là, c'est pas une actrice que je trouve qui a beaucoup de... Dans les films dans lesquels je l'ai vue, qui a beaucoup de personnalité, mais ici je trouve qu'elle est bien utilisée. Et puis il y a aussi Nicole Garcia dans un petit rôle. C'était son premier rôle, entre guillemets, important, hein, parce qu'avant elle a juste joué dans un film de Jacques Rivette, donc on n'en parlera pas ici. Puis il fait de la figuration dans Calmos, le fameux film de Bertrand Blier, dont on parlera peut-être une fois ici. Donc c'était son premier rôle important, Nicole Garcia, et on la voit quand même c'est plus que de la figuration améliorée, puisqu'elle a quand même un rôle assez clé, en tout cas à l'intérieur de ce fameux Number One, où on a aussi une actrice qui s'appelle Elisabeth Margoni, qui est aussi un pion dans cet échiquier, qui jouera après avec Belmondo dans Le Professionnel, qui joue sa femme, sa légitime. Et dans Le Corps de mon ennemi, on comprend aussi bien qu'elle est consommée aussi, hein, parce que c'est le patron. Enfin, c'est assez clair, quoi. Et par contre, cette Elisabeth Margoni n'a pas connu vraiment une carrière à la hauteur de son talent. Moi, je trouve qu'elle était plutôt brillante. Et après, elle a joué dans plein de séries françaises, Julie Lescaut, Boulevard du Palais. J'en passe et des pires, on va dire ça comme ça. Bon, eh bien, on va passer à la suite, à la suite des hostilités, où on entre dans le vrai vif du sujet de la conspiration au niveau non plus local, mais au niveau étatique, avec I comme Icare. Ouais, un film qui est clairement, directement inspiré, adapté, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas inspiré de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, 22 novembre 1963. C'est construit exactement la même chose. On a un assassinat d'un président, donc on est dans un état fictif. Marc Jarry. Ça, c'est d'ailleurs intéressant. Il y a un côté très Costa Gavras, je trouve. Exactement. Dans un état fictif, on ne sait pas vraiment où on est. Et ensuite, on a une commission, comme dans ce qui s'est passé pour JFK, c'était la commission Warren. Ici, la commission rend son rapport. Heidegger. Heidegger. Oui. Et ensuite, tout le monde valide le rapport de 600-700 pages, sauf le procureur Henri Volney, qui est interprété par Yves Montand, et qui a participé, certes, été intégré peut-être à l'enquête, mais ne peut pas se rallier aux conclusions, les conclusions selon lesquelles c'est un seul homme
comme Oswald a été accusé d'avoir tué Kennedy, c'est un seul homme qui est désigné comme étant le coupable et lui ne peut pas valider cette conclusion et donc il reprend l'enquête. C'est un peu les conclusions, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, on vous donne le dossier et puis démerdez-vous avec, en gros. Oui. Vous rouvrez le dossier et puis vous remenez l'enquête, vous repartez à zéro. Et il a donc une équipe d'enquêteurs qui évidemment fait penser au personnage de Jim Garrison de JFK, forcément des liens, hein, c'est assez évident, qui a lui aussi une équipe, et on a le personnage donc interprété par Yves Montand qui avance dans cette enquête, et on retrouve en termes de évidemment il y a l'aspect, le film de Zapruder de JFK qui montre un passage clé qui a permis de justement remettre en cause cette conclusion de la commission Warren selon laquelle il n'y avait qu'un seul tueur. On retrouve ce genre d'extrait de film, donc il y a tout un aspect intéressant au niveau cinématographique avec le montage, avec les indices qu'on trouve dans ces bouts de film, avec des témoins qu'on essaye de retrouver mais qui sont assassinés. Comme de nouveau, j'arrête avec les parallèles parce que c'est vraiment totalement ce qu'on retrouve, mais c'est fait d'une manière, d'un côté à la française, et en même temps, on n'est pas dans le film référence à JFK, on est dans quelque chose qui est, je trouve, qui a une identité propre, sans doute avec, je pense aussi ce personnage de Henri Volney, c'est quand même Yves Montand qui va trouver l'assassin du président Jarry. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense sans un bon scénario. Donc c'est Yves Montand. Mais c'est la un... chansonnette. J'aime me flâner sur les grands boulevards. C'est exactement ça. Je vais trouver le meurtrier. Et, tu le fais super bien. Moi, j'ai presque honte. Le mien, il est pas terrible. Il est moins bien que le tien, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un film très français avec tous ces acteurs. Mais le fait que ça se passe dans un état fictif, qu'il y a cette référence à JFK, qu'on est, on a vraiment, je sais pas, c'est un film assez inclassable en fait pour moi. C'est pas un film cinéma français et c'est pas non plus une ressucée du cinéma américain. Je trouve ça assez particulier. Moi, je trouve que c'est un excellent film pour initier des jeunes gens à la conspiration, parce que même s'il y a beaucoup de ramifications dans le film, puisque ça suit effectivement une partie de l'enquête de JFK, même si ça prend beaucoup de liberté, il y a beaucoup de ramifications, mais on arrive facilement à se repérer et savoir où on est, parce que comme tu disais avant, Henri Verneuil n'est pas quelqu'un qui va raconter ce qui se passe à l'écran, mais par contre il va nous donner suffisamment d'indices récurrents pour bien nous rappeler de ce qui se passe. Par exemple, quand Pierre Vernier, donc un ami de Belmondo d'ailleurs, qui joue un des enquêteurs qui est très sobre là, qui est vraiment bien, c'est lui qui a charge de retrouver les témoins, les fameux témoins, 9 témoins qui ont été vus sur le film de Monsieur Sagno, donc c'est pas Monsieur Zapruder, qui est interprété par Maurice Bénichou, qui est devenu un acteur connu après. Et en fait, ils retrouvent 9 témoins parce qu'à un moment donné, ils se disent, voilà, l'assassinat se passe à gauche, mais tout le monde regarde à droite, c'est-à-dire tout le monde regarde ailleurs. Retrouvez-moi ces 7 ou 9 personnes, je crois qu'il y en a 9. Et là, on a des flashbacks très rapides, où on comprend que toutes ces personnalités se sont fait tuer ou sont morts dans des circonstances extrêmement bizarres avec une musique super inquiétante d'Ennio Morricone. Et on a qui ? On a Brigitte Lahaie, qui est stripteaseuse dans un club qui pourrait s'appeler Number One. Il s'appelle peut-être le Number One, qui s'appelle Ursula Hoffmann. Elle vient peut-être de Düsseldorf. Et qu'on retrouve pendue dans sa loge de stripteaseuse. Voilà, c'était juste pour faire le lien avec Le corps de mon ennemi, parce que des liens, il y en aura d'autres qu'on va voir tout à l'heure. Et oui, moi je trouve que ce film, moi je l'ai vu tard, je l'ai découvert, je pense j'avais 19 ans, 20 ans, donc je l'ai vraiment vu tard. Moi j'avais beaucoup de gens qui me parlaient de ce côté, oui, si tu vois un parapluie qui s'ouvre, mon cousin l'avait vu, il dit, si tu vois un parapluie qui s'ouvre au soleil, ça veut dire que quelqu'un est en train de donner un signal à quelqu'un. C'est très intriguant. Et puis on parlait toujours, on en parlera après, de cette fameuse bande cryptée qui nous fout encore les boules aujourd'hui. Donc moi je l'ai vu, j'avais je pense une petite vingtaine d'années, et je crois que sur un week-end j'ai dû le regarder 3 fois de suite en disant, mais au niveau film d'école, pour expliquer à des jeunes générations sans être complotistes que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et que peut-être oui on nous dit pas tout, c'est quand même pas mal. Et puis c'est pas les gros sabots non plus. Non, mais c'est vrai qu'alors par rapport à un film américain comme À cause d'un assassinat, c'est beaucoup plus frontal. Il y a un côté narratif qui est vraiment bien posé. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on n'est jamais perdu. Moi, ce que je retiens de ce film par rapport à mes souvenirs de jeunesse, je l'ai vu plus tôt que toi.
Et j'avais mon père qui était absolument fasciné, comme beaucoup d'autres, par l'assassinat de JFK. Voilà, moi, mon père était fasciné par la youth autrichienne. T'as Alors, plus de chance que moi. Hein. Alors, il était absolument... c'est le premier grand mystère. C'est un des plus grands crimes non résolus. Hein, enfin, crime, assassinat. Alors, assassinat non résolu dont on a des images. C'est ça. C'est hein. Que ça devient une forme... Alors, sur le tard, on découvre comme aujourd'hui on parle du 11 septembre qui est un spectacle avec tous les téléphones, etc. Eh bien les origines de ce spectacle d'un drame qui a terrifié tout le monde, c'est dans ce film de Zapruder avec ces images, avec aussi on voit un homme qui est en manteau dans ces films-là des années, les documentaires des années 70, on a retrouvé des bouts de films comme ça sur l'assassinat de JFK. Et donc pour moi, les documentaires sur JFK, c'est ça qui me faisait peur. J'avais la trouille de cette conspiration, le fait de ne pas savoir qui est l'auteur de cet assassinat d'un chef d'État qui était hyper populaire. Et en fait, je porte avec moi cette crainte, ce côté, mon père qui dit mais c'est incroyable, c'est un coup de tonnerre, il me raconte comment il a vécu ça, et j'arrive quelques années après, quand le film est enfin diffusé à la télévision dans les années 80, cinéma, je découvre ce film et évidemment je suis complètement pris. Je ne suis pas encore au moment où j'analyse la mise en scène, etc. Je suis vraiment complètement pris parce qu'on me l'explique, en fait, on me le met en image dans quelque chose de fictif qui le rend encore plus étrange, finalement. Et c'est un film, quand il se termine, qui me met mal à l'aise, qui me met le frisson dans 2-3 scènes. Il y a aussi la scène qui aujourd'hui me fait plus rien, mais du témoin qui attend dans une cabine téléphonique. Il y a un côté très inquiétant. Avec les bruits de décodeurs, etc. C'est ça, avec cette musique, tu l'as dit, des New American. Donc c'est un film que j'ai laissé pas mal d'années par après, mais c'est vrai qu'il m'a laissé qui m'a mis dans cet état de tension, de malaise, comme peu de films l'avaient fait, puisque moi à l'époque je suis pas encore fan ou je suis pas versé dans le cinéma d'horreur. Et c'est un film flippant. Icomicard, et donc moi je l'ai toujours porté avec moi, et je trouve que là aussi il y a une efficacité d'Henri Verneuil pour raconter cette histoire. Je l'ai revu récemment, c'est assez impressionnant, c'est d'une limpidité qui vraiment moi j'étais par terre, je te le dis franchement, parce que je me disais mais en fait c'est hyper clair, c'est hyper simple, il n'y a pas une scène achetée. On dit souvent il faudrait couper. Non, tout est organique. Le film a vieilli, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vraiment un enchaînement. C'est comme une mécanique ultra bien réglée. Et on voit quelqu'un qui est absolument passionné par son sujet, mais qui ne se perd pas dans l'inutile, qui va, comme je l'ai dit, à l'essentiel. Donc de ce point de vue-là, grosse réussite pour moi hein, dans sa carrière. Oui, avec un, disons-le quand même, encore un lien plus que clair avec Kennedy, c'est que le tueur présumé du film est joué par un acteur, le nom va me revenir, un acteur qui joue toujours les salopards, une espèce de blond comme ça avec des yeux très clairs. Il s'appelle Karl-Erik Daslow dans le film, et Daslow est un anagramme, si je dis pas de bêtises, de Oswald. Hein. Donc le bouc émissaire parfait, et c'est là aussi commence l'enquête quand Henri Volney, donc incarné par Yves Montand, lit la biographie sur ce personnage qu'a écrit sa femme, et il se dit mais là les photos ont été truquées parce que ces fleurs-là poussent pas à ce moment-là dans l'année, ça peut pas jouer, etc. Et pour revenir à ces histoires dont on parlait avant d'espace vide, oui, tu disais la scène de la cabine téléphonique où un témoin attend qu'on vienne le chercher, parce qu'on a diffusé, c'est le seul des 9 témoins qui est pas mort, hein. Je crois qu'on diffuse sa photo à la télévision pour l'obliger à sortir de sa tanière, parce que je crois qu'il a bien compris qu'il y avait un truc qui jouait pas. Mais on a aussi toutes des scènes qui arrivent beaucoup plus tard, entre Yves Montand et un chef des services spéciaux, pendant que des gens sont en train de faire des choses dans son appartement. C'est hyper flippant, c'est-à-dire qu'on est dans des quartiers d'immeubles qui ont l'air très modernes, où le sol est mouillé, ça reflète, il se passe rien, on voit personne, il n'y a même pas une personne qui promène son chien. Et ouais, ça me fait souvent penser à ces scènes de parking dans Les Hommes du Président. Quoi, je crois il me semble qu'ils ont tourné ça à la Défense. Ouais, j'osais pas le dire, mais j'étais quasiment sûr du tout. Oui, c'est ça. Les scènes de nuit, c'est ça. Ouais. Au début, ça m'avait fait beaucoup rire. Ça m'a fait sourire. C'est que les autres, alors l'endroit où ils ont tourné pour l'assassinat, je crois que c'est à Cergy-Pontoise. Oui, c'est juste. T'as raison, alors c'est assez amusant parce qu'il arrive à en faire quelque chose de, comme tu l'as dit, hein, d'utiliser ça. Mais c'est vrai, c'est très flippant. Mais il n'y a pas beaucoup d'effets. Le cinéma américain met beaucoup plus d'effets dans la photo,
Et c'est simplement la mise en situation, avec des angles, effectivement, où il choisit les personnages qui marchent dans la nuit. Il y a Jacques Serres, hein, il interprète ce chef des services secrets, un homme de théâtre, là aussi encore une voix, encore un... Et c'est vrai que ça... Elle est très détachée, un peu ahuri comme ça. Oui, presque un peu sympa. Voilà, alors qu'en fait, c'est un enfoiré de première. Et oui, c'est... Mallory, il s'appelle Mallory dans le film, je crois. Exactement. Et puis, on a encore un élément dans le film qu'Henri Verneuil a intégré artificiellement. C'est marrant parce qu'à l'époque, moi j'ai découvert effectivement Icomika, j'avais 18-19 ans, et c'est devenu un film doudou. Donc, normalement, les films doudou, on les voit avant, mais moi, je vois ce film, j'ai dû le voir... je sais pas, 30 fois au moins, je crois que je le regarde une fois par année avec le même plaisir, et cette volonté d'Henri Verneuil d'intégrer l'expérience de Milgram, parce qu'il était complètement fasciné par ce truc, qui s'est déroulé en 63, je crois. 63, même année que l'assassinat de Kennedy, tiens. Ouais. Et à l'époque, moi je me souviens quand j'ai découvert le film, c'est-à-dire une dizaine d'années après qu'il soit sorti, on parlait de ça, je dis mais tu te rends pas compte, la manipulation, machin, et personne connaissait ce truc jusqu'à ce que France 2 ressorte le truc il y a une grosse quinzaine d'années dans un truc qui s'appelait Le Jeu de la Mort. Ils avaient fait une simulation d'expérience de Milgram un soir en prime time sans dire le truc et en le remettant au goût du jour avec le même principe. Donc l'expérience de Milgram, c'est quoi ? C'est vous avez deux candidats qui viennent moyennant une petite rémunération accepter de passer 1 heure, 2 heures dans une université parce qu'on a besoin de candidats, répondre à une annonce en fait. Et en fait, un des deux personnages doit lire des associations de mots à l'autre. Donc les deux personnages, il y en a un qui est élève et l'autre moniteur, c'est comme ça qu'on les définit, ciel bleu, vent violent, etc. Association de mots. Hein. Association de mots, et à la fin, on doit donner, le moniteur ne donne que le mot, et l'élève est censé retrouver l'adjectif qui est lié. Sauf que, évidemment, l'élève n'est pas du tout un élève, c'est quelqu'un qui bosse, qui fait partie intégrante de l'expérience, et que seul le moniteur est un candidat, un cobaye quelque part. Et l'idée, c'est de savoir jusqu'où il est capable d'infliger des punitions inutiles et complètement injustes à quelqu'un qu'il ne connaît pas, puisqu'à chaque fois qu'il donne une mauvaise réponse, il doit lui envoyer du jus, hein. C'est-à-dire le gars est déjà sur une espèce de chaise électrique, et à chaque fois, il lui envoie des impulsions électriques de plus en plus fortes. Et l'idée, c'est de savoir, ça s'appelait la soumission à l'autorité, je crois, hein, l'expérience, c'est de savoir jusqu'à quel point quelqu'un est capable d'infliger des souffrances à quelqu'un qui n'y a rien fait sous le couvert d'une autorité en blouse blanche, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « mais nous savons ce que nous faisons et nous assumons ». Et ça, il était complètement fasciné, Henri Verneuil, par cette expérience qui est, il faut le dire, absolument fascinante. Et il voulait absolument l'intégrer. Et je trouve que la manière dont il l'a intégré là-dedans, avec un acteur qui s'appelle Jacques Denis, qui joue Il joue super bien. Et c'est un acteur qui a souvent joué en Suisse, un acteur français, mais qui a tourné dans tous les films d'Alain Tanner, je crois. C'est hallucinant. La grosse partie de sa filmographie, c'est en Suisse. La Salamandre, etc. Et il est, mais hallucinant, sidérant de vérité dans le rôle de ce type qui inflige des trucs absolument invraisemblables à des gens qui n'ont rien fait. Et je trouve que l'intégration, sous le couvert du fait que Daslo, c'est-à-dire le Oswald du film, a subi cette expérience et voir jusqu'où il était allé, eh ben, elle est extrêmement bien menée parce que ça pourrait tout à fait faire... oui, on plante un truc là au milieu qui dure un quart d'heure, qui vous donne une grande leçon de psychologie, quelque part, hein, et qui ne fonctionne pas, ou qui est mal intégré, ou qui ne sert à rien. Et là, en fait, non, ça fonctionne extrêmement bien. Puisque finalement, c'est Yves Montand qui est le dindon de la farce du truc, puisqu'on lui dit « mais vous n'avez pas réagi avant tant de volts, quoi ». Donc voilà. Et bon, effectivement, c'est quelque chose qui nous a marqué. Je pense quand on a vu le film, pour moi, il y a le début, il y a ce film... Zapruder, là, comment il s'appelle ce personnage ? Sagno. Merci, voilà, Sagno, qui effectivement contient des éléments que forcément en tant que spectateur on aime aussi scruter. Il y a la fin du film qui est assez stylisée d'ailleurs avec la musique de Ennio Morricone, et il y a cette expérience. Et c'est vrai que Henri Verneuil arrive de manière très cohérente à faire un tout de ces deux aspects qui le fascinent. Et il a aussi fait pour le film suivant 1000 milliards de dollars, il y a deux aspects d'histoire. Là aussi, il les met ensemble. Donc il a en tant que conteur, encore une fois, il se présente comme ça, il a cette intelligence de faire un très bon dosage, de mettre au bon moment cette expérience. Elle vient, à mon avis, dans un moment très très intéressant. Oui, bon, il a souvent reproché à l'époque que c'était un peu naïf, un peu enfantin, de venir un peu donner une leçon, puis de mettre ça là au milieu. Les critiques, alors moi, ce que
que j'avais vu, surtout sur 1000 milliards de dollars. Il y a 2 scènes clés aussi typiques. On lui a dit ouais, mais c'est un peu facile. Et même maintenant, quand on entend des analyses du film, on entend souvent dire oui, c'est un peu maladroit. Non, moi je trouve pas ça maladroit du tout. Ça s'emboîte et c'est bien placé. Et c'est vrai que quand on trouve aussi, si vous regardez pas le film, mais, ce qui serait dommage, mais juste sur YouTube, il y a la scène qu'on trouve, elle se regarde pour elle-même. Mais elle est placée à un moment où on a toute une démarche, toutes les réflexions de la part d'Yves Montand qui arrive devant cette étude et qui, en fait, ça lui permet de mieux comprendre, parce que quand on dit soumission à l'autorité, c'est qui cette autorité? Et ça donne un peu la mesure, certes, sur un homme qui est manipulable, comme l'est Laszlo, mais qui est aussi la force de cette autorité, la force de persuasion, la capacité quand on a des conspirations, c'est ça qui est aussi impressionnant. Comment est-ce que des entités arrivent à manipuler des gens? Donc plutôt de laisser un côté mystérieux, de montrer comment ça peut se passer, mais de manière organique, je trouve que on ferait peut-être plus ça aujourd'hui, on le montrait plus comme ça, et je trouve que c'est extrêmement habile, alors que c'est vrai que c'était assez critiqué à l'époque. Et alors, en parlant de tour de passe-passe ultime dans ce film, pour moi, et pour toi aussi, je sais, c'est qu'il y a un truc qui nous paraît complètement abstrait, encore maintenant, c'est qu'il y a, à un moment donné, une bande-son cryptée, c'est-à-dire qu'on cherche absolument à trouver des preuves chez des gens qui pourraient être incriminés, à un moment donné, à force de chercher trop loin, on voit pas ce qu'on a sous le nez. Je viens d'avoir des frissons, là. Et on entend une bande cryptée avec un truc très bizarre qui fait des trucs comme ça, je sais plus. Des trucs très très bizarres que d'ailleurs Yves Montand arrive à décoder de manière très très bizarre, parce qu'il a un bureau dans lequel il y a quand même un vocodeur, un magnétophone Revox, enfin, il a tout ce qu'il faut quoi dans son bureau. Donc ça, on n'y croit pas un quart de seconde, mais c'est complètement égal. Et cette scène-là, on a beau en rire, rien que d'en parler, on a les poils qui se dressent sur les bras. Et moi, toutes les personnes que je connais qui ont vu ce film, le premier truc qu'ils nous disent, c'est ça va, ces espèces de trucs bizarres. Et encore, ça fonctionne avec quoi? Avec rien. C'est-à-dire que visuellement, tu ne vois rien. Mais c'est complètement inattendu. C'est une scène avec Pierre Vernier et puis Roland Blanche. Il est génial, Roland Blanche. Il est sûrement super là. Qui a aussi un nom, c'est pas Dimas, mais il a un nom Santos. Carlos Santos, je sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui, une espèce de petit repris de justice à qui on accepte d'enlever quelques mois de prison à condition qu'il nous serve d'ordre de main et qu'il se taise surtout. Quoi. Et on est dans cet appartement donc de ce chef des services secrets. Et ça se passe justement. Je crois qu'il n'y a pas de bande, enfin il n'y a pas de musique quand ils sont en train d'opérer dans l'appartement. Ah si, il y a justement. Mais au début il n'y a pas de bande son musique. Puis ensuite ils cherchent à mettre de la musique parce qu'il va s'attaquer à un coffre, donc il faut couvrir le bruit. Et c'est ça qui marche, c'est que tout d'un coup il y a cette musique très avec un orgue comme ça, et boum, ça arrive. Et je trouve là aussi c'est d'une limpidité, d'une simplicité. C'est ça qui fait le malaise complet. Avec un Pierre Vernier, un Roland Blanche, dans un appartement. Un appartement qui fait très penser à celui de Léa Massari dans Peur sur la ville, tout au début, avant qu'elle se défenestre. On est aussi, de nouveau, ces appartes, je sais pas, à l'époque, on a l'impression que c'était de bon ton, pas d'habiter en campagne dans des belles maisons, ou alors l'avoir pour le week-end, mais il fallait être dans des espèces de tours comme ça, impersonnels, avec des appartements grand luxe, de la moquette par terre, des espèces de, tu sais, ces espèces de lits où t'as des pots de bêtes à la place des duvets, enfin, des trucs qui nous paraissent complètement absurdes maintenant, quoi, qui font très porno chic, encore une fois. Hein. Ouais, alors c'est toute une époque. Hein. C'est peut-être que ça parle à personne, mais c'est vrai que c'était très ancré. C'est une esthétique en même temps qui est très cinématographique. Hein. Ah bah alors ça c'est clair. Ça c'est assez évident. Donc oui, cette fameuse bande son. Qui ensuite il arrive à retrouver le message d'origine, et à ce moment-là le film s'accélère effectivement vers cette fin qui est une des meilleures inévitable, fins, qui est inévitable et qui est pour moi une des meilleures fins que j'ai pu voir dans un film en général, mais un film français. Pourquoi ? Parce que c'est quand même extrêmement stylisé. Et puis ça va vite, hein, à un moment donné, c'est-à-dire que dès le moment où il a le message décodé, il arrive à remonter on est dans sur son des années bureau, d'histoire, ça va très très vite. Et on est dans son bureau, on y reste, hein. On irait jusqu'au bout, je crois. Et il y a un dernier message à sa femme, ce qui rend aussi la chose assez émouvante, parce qu'il est au téléphone avec sa femme, qui est en train de lui expliquer le mythe d'Icare.
Et c'est là que, en fait, arrive ce qui arrive, qui est assez inévitable. Bon, si vous avez jamais vu Comic Car, c'est foutu. Hein. Vous êtes un peu flingué. C'est un peu inévitable. C'est un film de conspiration qui se termine comme il doit se terminer. Oui, absolument. C'est-à-dire que la machine a raison de l'individu. Le système est plus fort que l'homme. Donc, je t'ai demandé de pouvoir le revoir pour cette émission parce que c'était un film doudou mais que j'avais pas revu depuis au moins 10-15 ans et je dois dire que j'ai été impressionné, je l'ai trouvé moins vieillot que ce qu'on peut bien dire. Je trouve que l'image est bonne, je trouve que la mise en scène est vraiment très soignée, c'est assez sophistiqué même. Si on regarde la scène du début, le découpage avec l'attentat, il y a des plans comme ça qui sont extrêmement intéressants, un peu provocants comme ça, et je trouve qu'il prend un certain risque, et je trouve surtout qu'il prend un plaisir à mettre en scène à l'américaine un peu comme il essaye de le faire avec les moyens du bord. Et pour moi, en termes de mise en scène, si on parle de mise en scène, d'expérience cinématographique, de spectacle, comme dirait Yves Montand, c'est un vrai spectacle. Et c'est un film qui est devenu... je ne sais pas s'il avait été bien accueilli à l'époque. Je crois que ça a été un gros succès. Oui, il a été nommé aussi au César, je crois que le film a été un succès. Hein. Le film il n'a rien ramassé au César. Puis le film a bien marché. Je ne pense pas que ça a fait des millions de spectateurs. Hein. Il y aurait eu Belmondo dedans, peut-être ça aurait mieux fonctionné, mais c'était un bon... Et puis les gens en parlaient beaucoup, moi je me souviens. Et moi j'avais compris le mythe d'Icare à ce moment-là, quoi. On s'approche trop de la vérité, ça va pas. Moi il y a 2 trucs dans ce film, pourtant je lui mets un 10 sur 10, je lui mets un 11 sur 10, vraiment. C'est de manière complètement inconditionnelle. Mais il y a 2 trucs, moi, qui me sortent un tout petit peu, enfin, un petit peu, puis l'autre complètement. Et il y a le même problème dans Peur sur la ville, c'est quand tu as des scènes, comme à la fin, dans son bureau, et que tu vois l'extérieur, je veux dire, le carton-pâte extérieur, où on voit les immeubles d'en face qui sont des photos vraiment... c'est très étonnant, parce qu'à l'époque, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus... Alors, oui, ça fait très carte postale, mais on n'y croit pas un quart de seconde. Genre le poster qu'on a imprimé puis qu'on a mis derrière le décor, ça me sort un tout petit peu du truc, c'est pas grave. Par contre, ce qui me sort vraiment du truc, c'est la moumoute d'Yves Montand. Ça, j'ai jamais compris. Mais quelle idée. Les cheveux blancs. Alors, non, mais les petites lunettes, tout ça, pour donner un côté un peu plus sur la réserve qu'il ne peut l'être d'habitude, même si c'est pas un acteur très volubile. Mais cette espèce de moumoute, mais Yves, pourquoi pourquoi as-tu voulu cette moumoute? C'est en toi même qui l'as voulu. Back in Joe, ouais. Et en même temps, Icomicar, pour moi, c'est un Yves Montand aux cheveux blancs. Je sais pas comment dire. Je veux dire, c'est une espèce de il avait figure. Les cheveux ouais, mais blanc. Et c'est bizarre. C'est une espèce de figure, comme une silhouette. Moi, ça me dérange pas. Alors d'ailleurs, le côté carton-pâte dont tu parles, même si peut-être que, allez, je mais il est visible que dans quelques plans. Mais ça me dérange même pas trop. Mais... parce qu'il y a un petit côté de toute façon mise en scène artificielle qui est aussi propre aux films de conspiration. Mais ça m'a pas trop gêné, moi, cette perruque. Elle arrive. Les feuilles mortes se ramassent, c'est à la pelle. Et la voilà qui revient, le film suivant. 1000 milliards de dollars. Dans lequel ne joue pas Yves Montand. Ouais, ça c'est mieux. C'est mieux qu'il joue pas dedans. Mais moi c'est un acteur que j'aime bien. Ah mais moi aussi. Mais pour le suivant, Patrick Devers, c'est quand même... je pense que c'était vraiment la bonne idée. C'était vraiment la bonne idée parce que pour une fois, il doit être sur la retenue. Il est extrêmement sur la retenue dans ce film, puisqu'il joue le rôle d'un journaliste qui va recevoir un coup de fil. On lui dit, voilà, si vous voulez avoir des informations sur telle personnalité politique, retrouvez-moi dans tel endroit, à telle heure. Évidemment, c'est un parking souterrain qui fait très homme du président, encore une fois. On lui donne des informations qu'il corrobore avant de les publier, parce que c'est quand même un journaliste qui a une déontologie. Il bosse pas à gala, quoi. Je veux dire, c'est quand même un type qui vient de Vezon,
d'un petit bled perdu quelque part en France, où il a appris le métier vraiment dans une imprimerie, dans un petit journal local où tout le monde faisait tout, c'est-à-dire de typographe à distributeur du journal. Il est monté jusqu'à Paris. Et donc il corrobore ces faits avant de les publier. Quand il les publie, effectivement, ça met à mal une personnalité élue, politique, qui met fin à ses jours. Je crois qu'on ne spoile pas grand-chose là parce que c'est assez au début. Et on se dit, ben voilà, tout pourrait s'arrêter là, sauf que rapidement, on comprend, nous, avant Patrick Devers d'ailleurs, je crois, que en fait, il a été utilisé et que cette révélation poussant quelqu'un au suicide arrangeait bien pas mal de monde. Et de là, Patrick Devers va commencer à investiguer un peu plus loin et on va se retrouver avec quelque chose alors qui prend le pas encore sur l'État, c'est-à-dire qu'on est sur une machination globale, mondiale. Et j'aurais tendance à dire, c'est un peu facile, mais un film qui avait peut-être 40 ans d'avance sur son époque, parce que Henri Verneuil, alors encore une fois, autant il était fasciné par l'expérience de Milgram pour Comme Icare. Ici, le point de départ, c'est 2 livres. Hein. C'est un livre qui s'appelle Gare à l'intox, qui est une série noire, et à côté, c'est une fiction, donc, qui parle de l'histoire d'un journaliste qui se fait avoir, etc. Et d'un autre côté, un livre qui s'appelle 1000 milliards de dollars, qui était un livre documentaire, je ne peux pas vous dire le nom de l'auteur, qui est paru à la fin des années 60, où quelqu'un démontrait par A plus B qu'à la vitesse où allaient les choses, eh bien, d'ici l'an 2000, les multinationales qui gouvernaient le monde ne seraient plus... déjà, le multinational, le mot n'existait pas, mais on serait plus à des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de dirigeants dans le monde, mais il n'y en aurait plus qu'une dizaine qui domineraient tout via plein d'holdings, de corporations, de machins, etc. Et il était complètement fasciné par ça et il a réussi à écrire un scénario là autour. Ce qu'on n'a pas dit non plus, mais qu'on peut quand même signaler, c'est qu'Henri Verneuil est producteur de ces films. Alors, Le Corps de mon ennemi en partenariat avec Belmondo, mais les 2 autres, Comme Icare et celui-ci, il est vraiment producteur, donc il a vraiment les mains libres complètement pour écrire ce qu'il veut, et je pense que, vu la renommée qu'il avait, les entrées qu'il faisait, il n'avait pas trop de contraintes au niveau de ce qu'il voulait raconter. Alors c'est effectivement cette fascination qu'il a pour le phénomène de la mondialisation, à ses origines, des multinationales, et là encore, quelle limpidité, enfin je veux dire, ça pourrait être même rébarbatif comme sujet. Complètement. Il ne cherche en passant justement par le personnage de Patrick Devers, il ne cherche jamais à faire de l'explicatif, de faire de la démonstration, de la pédagogie. C'est plutôt un mec qui remonte comme ça les filiales vers ce... On est au début pas dans la conspiration, on est disons, dans un système économique. Évidemment, après, il y a... C'est presque un drame au départ, un drame polar. Un drame personnel qui met en lumière un phénomène qui est presque accepté, reconnu. Évidemment, après, il y a un aspect évidemment malveillant. Mais c'est vrai qu'il le fait d'une manière, j'utilise toujours ce mot, mais c'est quand même vrai, c'est très organique, c'est-à-dire qu'on va, avec ce personnage, d'une révélation à l'autre, il croise certaines personne qui lui explique ce qui est en train de se passer. Il découvre ce monde lui-même. On a l'impression que le journaliste c'est Henri Verneuil, c'est-à-dire qu'il découvre cet univers-là. Et en même temps, il y a quand même cette pression qui est faite. Alors là aussi, je vais y venir sur le personnage de Patrick Devers, on a cette pression parce on menace sa vie. Et il y a aussi une scène qui me fait flipper, c'est le coup de l'ascenseur. C'est-à-dire que beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus rapide, mais ça aussi ça m'a traumatisé. C'est qu'un ascenseur arrive, la porte s'ouvre, on veut entrer dans l'ascenseur, mais en fait il n'y a pas il y a pas d'ascenseur quoi. Donc ça c'est aussi une scène qui m'a marqué. Et il y en a une autre, c'est le coup du flingue sous la table, scotché sous la table, aussi, qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal du tout, même si Jean-Pierre Calfon en face en tant que tueur. Mais il est très bien en tueur parce qu'il en fait des caisses, mais son personnage veut qu'il en fasse des caisses. Moi, Jean-Pierre Calfon, je le trouve toujours risible. J'ai passé une soirée à Paris à côté de lui, j'étais assis au théâtre à côté de lui. Il n'est pas plus sympathique. Enfin voilà, il n'a pas de raison d'être sympathique, mais il a l'air à peu près aussi peu sympathique dans la vie qu'il ne l'est à l'écran. Voilà. Et donc c'est encore une fois, je me suis pas du tout ennuyé, même à l'époque. Hein, je l'ai vu 2-3 fois ce film, et parce que c'est hyper clair, hyper agréable à suivre. Je pense que le personnage de Patrick Devers donne aussi beaucoup de dynamisme à l'ensemble.
Il y a un côté humain aussi, parce que comme tu l'as dit, il vient d'un petit... On a toujours cette déontologie, ce journaliste qui veut rester proche de ses origines, qui ne veut pas trahir sa vision de son métier. Qui nous ressemble un peu. Hein. Oui, c'est ouais. vrai. Et qui en même temps, ce film ne va pas non plus chercher à tout prix à faire quelque chose de spectaculaire non plus. Il s'agit de remonter comme ça vers une certaine vérité. Et de ce point de vue-là, moi, je suis aussi assez impressionné, là encore, par cette facilité d'Henri Verneuil, qui est enthousiasmé par quelque chose, qui le raconte de manière sans que ça devienne trop simple, et en même temps sans qu'on s'y perde. Parce Donc, que là, respect de nouveau, total. Ouais. Et puis là, de nouveau, il y a de nouveau une scène de flashback qui est beaucoup plus longue alors cette fois-ci, où Patrick Devers explique comment il a connu quelqu'un qui est effectivement le patron de GTI, une firme qui n'a rien à voir avec Volkswagen, même s'il y a un encart au début du film à ce propos, pour pas qu'on fasse la confusion, qui est interprété par Mel Ferrer, donc mari ou ex-mari d'Audrey Hepburn, que Henri Verneuil est allé chercher, et c'est une scène qui dure 10 minutes, je pense, pas plus, qui est complètement impressionnante parce que on voit Patrick Devers qui dit oui, je connais ce personnage, d'ailleurs je l'ai rencontré dans un séminaire très bizarre à 4h du matin, et on voit ce personnage qui a l'air plutôt bienveillant, hein, qui représente alors parfaitement, pour avoir travaillé dans une multinationale, dans une grosse boîte où effectivement les dirigeants avaient ce côté extrêmement souriant quand ils venaient de foutre dehors, quoi. C'était assez hallucinant. Et Mel Ferrer, il est absolument odieux dans ce film, il est absolument horrible. Il fait une scène de démonstration, justement, il explique pourquoi, comment il gagne de l'argent, comment il en perd, avec un large sourire devant des gens qui ont l'air de le considérer comme un dieu vivant. C'est assez hallucinant. On a Michel Auclair aussi dedans, qui est un acteur qu'on oublie un peu souvent. Moi, je trouve il est rarement à côté. Il est vraiment très, très, très bon. Très bon, oui. Encore une voix du cinéma français. Ouais. Il y a deux trucs dans ce film, encore une fois, qui me font un peu décrocher. Alors, je trouve que l'affiche était déjà pas terrible, parce que Patrick Devers, on a l'impression qu'il a une collerette moyenâgeuse autour du cou, alors que c'est une table de dirigeants. Et puis moi, je croyais que c'était un film moyenâgeux. Quand je voyais cette affiche de film, je n'ai pas envie de regarder ça. Et puis, alors... J'aime beaucoup Philippe Sard. Je trouve que Philippe Sard est peut-être le compositeur de musique de film le plus original de France. C'est-à-dire que c'est très difficile de fredonner un air de Philippe Sard. C'est toujours assez complexe. Je ne suis pas en train de dire qu'Ennio Morricone c'est simpliste, mais Ennio Morricone s'accroche l'oreille tout de suite. On a les thèmes dans Philippe Sard, pas du tout. Il y a un côté beaucoup plus libre dans sa composition. Mais alors par contre, la musique qu'il fait pour 1000 milliards de dollars, que j'aime bien, à part, je trouve qu'elle est plutôt bien, mais elle ne colle pas vraiment, voire pas du tout avec le film, qui a tendance à nous décrocher du suspense, puis c'est ça met rien par terre, parce que moi je lui mets aussi un 10 sur 10 avec un immense plaisir, mais après ça donne un ton très bizarre. C'est étrange. Alors je sais pas si c'est peut-être un côté, encore une fois je trouve que c'est un film plus personnel, parce que j'ai un enquêteur, mais qui est un être humain auquel je peux m'identifier, qui a un côté, c'est un père de famille certes séparé, mais il a un fils. C'est qui joue sa femme dans le film? Gérard Blanc. C'est Caroline Cellier, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Et peut-être que c'est peut-être une musique avec une approche peut-être un peu plus personnelle, je ne sais pas, mais je suis comme toi, ça m'a aussi un petit peu sorti de l'aspect conspiration, de l'aspect complotiste, etc. Mais 3 films de ce niveau-là, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est quand même des films très différents. Je pense que même... Alors oui, ok, stylistiquement, mais au niveau de l'écriture, il y a un même soin. Mais il y a vraiment... on sent quelqu'un qui est happé par son sujet et qui peut-être n'a même pas conscience. Toi, on parlait du corps de mon ennemi, il n'a pas conscience du fait qu'il est en train d'être dans la même veine. Mais en même temps, c'est ce qui l'intéresse, c'est ce vers quoi il tend. Et on sent une maîtrise, pour moi, au niveau de la... Je pense que c'est encore plus compliqué, 1000 milliards de dollars à raconter que oui, c'est pas pour rien qu'on ne le fait pas. Non, c'est juste pas possible. Mais je veux dire... Il y a des ramifications... c'est un film passionnant. Je pense que si vous aimez, ne serait-ce que les polars ou les films à énigmes, parce que c'est un film à énigmes quelque part, comme l'était évidemment Comic Art, sauf que là, on a une résolution. On n'a pas forcément un happy end, mais on a une résolution. Et je trouve que le coup de poker final, le courrier de Vezon, je dis toujours, moi je travaille... Très malin. Ouais, parce que moi qui travaille dans un petit journal de Cambrousse depuis très longtemps, je dis toujours que je travaille au courrier de Vezon, j'aime bien faire le lien. Et il y a aussi dans ce film un truc qu'il n'y a pas dans Comic Art, évidemment, et qu'il n'y a pas non plus dans Le corps de mon ennemi, c'est que il y a une vraie relation humaine entre les personnages. C'est-à-dire que Patrick Devers, que ce soit avec Michel Auclair ou avec un
un vieux personnage qui donne, chez qui il va rendre visite, et ça va aussi donner lieu à une scène clé absolument indispensable au récit. Je ne sais pas le nom de cet acteur, mais il est absolument incroyable, quoi, de vérité. Un petit retraité comme ça qui a l'air de rien, non, mais finalement venez, je vais vous dire 2 mots sur le coin de la porte. C'est Paul Kerjan, il s'appelle, je crois, Patrick Devers dans le film. Il y a ça, donc il y a un rapport très humain entre certains personnages pour bien distinguer ce côté multinational avec des gens extrêmement froids qui considèrent même pas comme une pièce sur un échiquier. Enfin, je veux dire, les humains ne sont rien, c'est des machines à broyer. Et on a, je trouve, une relation avec son ex-femme et Caroline Selig qui est assez étonnante. D'ailleurs, à la fin du film, il y a un dialogue entre les deux personnages quand elle vient à son secours quelque part parce qu'il est un peu acculé, et qui se remémore l'endroit où ils sont, pourquoi ils y sont et comment ils y sont venus. Mais il y a 2-3 lignes de texte, j'ai l'impression d'entendre une chanson de Vincent Delerme, où j'ai envie de dire, mais rien que ça pourrait être le sujet d'un mélo magnifique, quoi. C'est cette espèce de rencontre où elle explique en fait comment ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, qui rend le film beaucoup plus humain, qui boucle un peu la boucle, si on veut, qui revient au début peut-être du corps de mon ennemi, avec un Belmondo idéaliste qui pensait qu'un monde était pas forcément fait que de fauves, qui allait dévorer tout le monde. Alors c'est un peu facile de faire ce genre de pirouette, mais moi je trouve que ces 3 films vraiment se tiennent très bien. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Alors oui, je pense que 1000 milliards de dollars a été mis en chantier après Icomicard, c'est pas un hasard que ça soit aussi un film de conspiration. Par contre, l'autre, je suis pas sûr. Et je trouve que ces 3 films vraiment qui se regardent, qui se suivent, c'est comme 3 parties d'une histoire distincte avec des personnages qui sont pas les mêmes, mais qui pourraient être les mêmes finalement. Oui, puis c'est un pan d'une certaine époque du cinéma français. Si on prend les têtes d'affiche, Belmondo, Montand, Devers. Je ne sais pas si aujourd'hui, parmi les acteurs français, Dieu sait s'il y en a des bons, mais c'est quand même une époque bénie d'un cinéma populaire avec des gens qui étaient des stars, mais qui avaient vraiment une personnalité vraiment très, très singulière. Patrick Devers, on va pas trop développer, mais simplement j'ai vu une interview où il disait moi je suis content de changer d'un personnage à l'autre, celui-ci ça me change parce que quand je ne joue pas je ne sais pas qui je suis. Et on sent une certaine fragilité chez lui. Par exemple, Yves Montand, il y a ce côté un peu monolithique, mais c'est quand même une sacrée figure. Belmondo, on n'en parle pas. Et c'est vrai qu'on a parlé des Bernard Blier, des Ventura, et je ne peux pas m'empêcher de regretter cette époque. Aujourd'hui, on sait faire des films. Fais gaffe, tu vas te traiter de réac. Non, moi, c'est déjà foutu. Mais toi, c'est-à-dire que je trouve que on a beaucoup un peu, on dit cinéma de papa, et on l'associe aussi à Henri Verneuil. Aujourd'hui, on sait faire des films, il y a des films français de très bonne qualité, mais ces acteurs qui ont un charisme assez impressionnant, on les a un peu perdus. Et je trouve que Dubosc. et je trouve que c'est un, peut-être qu'on n'a pas envie toujours de revisiter ces films parce qu'il y a ce côté un peu peut-être poussiéreux, mais en termes d'écriture et en termes de ces personnalités, je pense que c'était vraiment une superbe période du cinéma français. Période qu'on regrette, en tout cas moi. Et effectivement, parce que ce qui arrivera après en France, le Marginal, Ronde de nuit, non pas Ronde de nuit, ça c'est bien, la balance et consorts et Rue Barbare, c'est quelque chose. Mais ce sera un autre sujet. On pourrait une fois faire une émission sur les post-nuits français. Il faudra boire beaucoup. Voilà, c'était notre digression à propos de 3 films d'Henri Verneuil qui se suivent, tournés entre 76 76, non, on dit 76, non. Allez, 76, 80... 82, enfin, ouais. Le corps de mon ennemi, I comme Icare et 1000 milliards de dollars. Ces 3 films sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Les Blu-ray, le premier est disponible chez Studio Canal. Les 2 autres sont ressortis tout récemment chez Gaumont. Donc les copies sont très bien. Et je pense que c'est des bons investissements parce que c'est des films que je présume que soit vous avez déjà vu, que vous avez envie de revoir, ou c'est des films que vous allez découvrir et que vous aurez inévitablement envie de revoir dans un laps de temps pas très lointain. On va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour le débriefing des choses bien et pas bien qu'on a vues durant cette semaine.
déjà de retour pour cette deuxième partie où nous allons faire un petit débriefing des choses que nous avons vues, bien ou pas bien. Je crois, Patrick, que tu vas commencer avec un film moi, que j'avais beaucoup aimé il y a 4, 5, 6 ans, 5 ans 2015. 2015 déjà? Ouais. Que moi j'avais mis dans mon top 1 de l'année, mais c'était un peu par provoque, mais que j'avais trouvé vraiment balèze. Moi ça m'avait foutu. Alors j'étais vraiment oppressé tout le long et qui finalement fait un lien tout à fait logique avec l'expérience de Bill Graham dont on vous parlait il y a une grosse demi-heure, qui est incluse dans E-Comic Card d'Henri Verneuil. C'est un film qui s'appelle The Stanford Prison Experiment. C'est un film de Kyle Patrick Alvarez, qui est un réalisateur qu'on n'a pas trop vu depuis, qui avait fait ce long métrage récompensé à Sundance, mais qui au niveau du box-office n'a pas du tout marché, pas de résonance particulière. C'était Universal, je crois, qui distribuait ce machin, malgré tout. Et c'est un, comme toi, je l'avais mis très haut dans mon classement. C'est un long métrage qui relate donc une funeste expérience menée dans une université à Stanford, qui avait pour objectif de décrire les effets de l'incarcération sur les geôliers et les détenus. Donc il s'agissait pendant, je crois, l'idée c'était de le faire sur 15 jours. Et pendant des vacances universitaires, je crois d'ailleurs. Oui, et prendre donc des étudiants contre une petite rémunération et de faire de groupes de manière assez... je crois qu'ils font des profils d'abord. Oui, ils font d'abord le profil de chaque étudiant pour justement choisir ceux qui seront les geôliers et ceux qui seront les détenus, et simplement de mettre en scène un couloir de prison et de voir ce qui se passe avec les geôliers qui doivent faire asseoir leur autorité, les détenus qui doivent simplement s'habituer à la vie dite carcérale. Et on voit très très vite qu'il y a des relations de pouvoir, de soumission, des effets psychologiques extrêmement dévastateurs qui surviennent très rapidement. Il y a l'effet panier de crabe aussi, il me semble, des gens qui se mettent des coalitions entre certaines personnes contre d'autres, etc. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant, donc en vrai, dans cette expérience, c'est qu'elle était prévue, je l'ai dit, pour 15 jours et qu'ils ont dû arrêter au bout du 4e jour. Ouais, c'est juste. Parce que ça dérapait complètement. Il y a des détenus qui voulaient sortir très vite, qui n'en pouvaient plus. Il y a des geôliers qui prenaient leur rôle de garde trop à cœur. Très à cœur, oui. En mode mais je joue le jeu finalement, je peux me permettre de faire valoir mon autorité, quitte à être absolument non respectueux des droits des prisonniers. Et tout ça est donc reconstitué dans ce film avec un petit budget, puisque ça pourrait d'ailleurs pour moi être une excellente pièce de théâtre. Ah ouais, il y a simplement 2 points de vue. Il y a le couloir avec les cellules où se passe l'essentiel du film, et puis on a simplement ceux qui organisent l'expérience. Le professeur, je crois, il me semble, je peux me tromper, il s'appelle Zamparo, interprété par l'excellent Billy Crudup, qu'on avait découvert dans Almost Famous. Je crois que c'était vraiment son je sais pas si c'est son premier rôle, mais c'est là qu'il a vraiment explosé. Il joue aussi dans Watchmen, il joue aussi en ce moment c'est vraiment c'est un acteur qu'on voit depuis une vingtaine d'années, mais dont on se souvient pas vraiment du nom. Oui, évidemment, il a une carrière, mais enfin, je veux dire, il a jamais explosé vraiment, alors qu'il est vraiment toujours excellent. Et là-dedans, il a un rôle assez ambigu. C'est-à-dire que le professeur qui a mené cette expérience a vraiment évidemment existé, mais il n'en fait pas non plus un type vraiment qui est bien sous tout rapport. Il a quand même, lui aussi, il est un peu fasciné par sa propre expérience. Et il est assez prétentieux, il me semble. Prétentieux, autoritaire, et donc il y a ces 2 points de vue, le groupe de ceux qui mènent l'expérience, et de l'autre côté, évidemment, les jeunes étudiants. Et je trouve que c'est un huis clos qui déjà fonctionne de simplement par son pitch. Je pense que de dire à des gens, vous allez voir comment l'être humain peut se détruire en très peu de temps, comment est-ce que les jeux de pouvoir se mettent en place de manière extrêmement perverse. Rien que ça, j'ai envie de voir ça à l'écran, à tel point que ce pitch est tellement puissant qu'il a fait l'objet de 3, cette expérience a fait l'objet de 3 longs métrages. Ouais, c'est juste. Il y en a un que j'ai vu, qui date de 2010 avec Adrian Brody et Forest Whitaker, qui s'appelle The Experiment, je crois. Oui. Et puis il y en a un qui est allemand, de Oliver Hirschbiegel, celui qui a fait la chute avec sur Bruno Ganz, Hitler. Et donc 3 films, 3 longs métrages
On pourrait dire presque que chaque pays pourrait faire son propre Stanford Experiment. Les Français pourraient nous faire quelque chose d'adapté. C'est comme If You Love Me, là. Tu sais, le The Little Death, là, le film sur les perversions sexuelles qui a été fait d'abord en Australie, puis en Espagne, puis maintenant en France. C'est vrai qu'on pourrait. Chaque pays pourrait on parlait de 12 hommes en col. Enfin, il y a comme ça des sujets forts. Et on trouve vraiment des acteurs très intéressants parce que il y a, je ne sais jamais son nom, mais il s'appelle Michael Angarano qui joue un garde absolument horrible. C'est celui avec les lunettes de soleil. Je me souviens il se la joue avec la main froide. C'est terrible. Et il a fait des petits films familiaux et là il est vraiment très très bon. Il y a Ty Sheridan qui joue dans Joe, dans Ready Player One. Tellement, hein. Non, oui, dans il a des choix un petit peu douteux. Ezra Miller qui jouait dans un film qui s'appelait We Need to Talk About Kevin et qui en ce moment a plein de problèmes au niveau de la justice. Ah oui? Oui, c'est une catastrophe. Il joue dans Flash, une adaptation de DC Comics. Ah oui, qui n'est pas sorti, c'est ça? Ils ont un petit peu des ennuis. Je m'arrête là, mais ce sont des acteurs pas forcément extrêmement connus, mais c'est le genre de long métrage qui vous prend dès le début, qui vous lâche pas et qui vous fait vraiment réfléchir. Et c'est, encore une fois, on parlait de l'expérience Milgram dans Icôme Icare, c'est des sujets absolument fascinants. Moi en tout cas je suis absolument client de ce genre de choses. Et il y a une évolution très très sournoise je pense qui est vraiment bien construite dans le film. Ça va pas trop vite, on sent le malaise très vite, on sent les choses qui s'enchaînent. Et on comprend tout à fait ce qui se passe. Il n'y a rien qui est pas crédible. Et on s'imagine que oui, cette expérience a vraiment dû, bien sûr que c'est une adaptation, mais a vraiment dû se passer comme ça et ça fait froid dans le dos. Ce qui est étonnant, moi je ne l'ai pas revu hier, hein, évidemment, mais je m'en souviens assez bien, c'est que effectivement, les choses mettent un moment à se mettre en place, mais dès les premières minutes, on sait déjà que ça va partir en cacahuète, quoi. Ouais. C'est pas possible autrement. Alors, ça pourrait partir en cacahuète. On pourrait en faire une satire, hein, ou si on pourrait en faire un truc plutôt marrant. Mais là, on sent vite un truc assez oppressant. Mais évidemment, c'est un drame, mais c'est presque un thriller, ce film. C'est la manière dont c'est traité, c'est-à-dire le côté oppressant et tout ça, on est vraiment à mi-chemin, on est presque plus proche du thriller qui vous cloue dans votre siège. Moi, je me souviens que j'étais vraiment calfeutré dans mon siège, alors qu'il n'y a pas de scène de suspense, il n'y a pas de sursaut, comment on appelle ça en anglais, je ne sais jamais, les fameux jump scares et tout ça, il n'y a pas du tout ce genre de choses, mais on est vraiment à la frontière des genres, quoi. Et c'est un film qui est passé vraiment sous les radars, partout. Et qu'on trouve assez facilement, en tout cas en Blu-ray, ça je suis sûr, en Angleterre en tout cas, chez Universal. Il y a une version française, il y a des sous-titres, il y a tout ce que vous voulez. Ça s'appelle le Stanford Prison Experiment et c'est réalisé par Edgar Ramirez. Non, je ne sais plus. Kyle Patrick Alvarez. Mais j'étais pas très loin, si quand même, j'étais très très loin. Et ben écoute, moi j'ai regardé un truc qui est sorti aussi chez Universal, qui est passé sous les radars complets, qui n'est pas sorti en salle non plus chez nous, sous tes conseils d'ailleurs, mais je crois que toi tu l'as vu il y a un moment, moi j'ai mis longtemps à regarder, c'était hier, pas plus tard que hier, j'avais 2 heures, je me dis j'ai envie de regarder pour une fois un truc récent puis qui bouge un peu, et j'ai suivi tes conseils, j'ai très bien fait, j'ai regardé Upgrade, un film réalisé par Leigh Whannell. Qui est Leigh Whannell? C'est surtout au départ le scénariste des 3 premiers Saw, qui joue dans le premier d'ailleurs. Qui joue dans le premier, il est acteur aussi, hein, et qui a après fait Insidious, je crois aussi avec James Wan, donc il a même réalisé le 3e, si je dis pas de bêtises, que je n'ai pas vu, moi j'avais vu que le premier, j'avais pas trouvé ça terrible, et entre deux, il a réalisé, je crois, je me demande si Upgrade c'est pas son premier film en tant que réalisateur, donc c'est une production Blumhouse, donc on a déjà parlé de Blumhouse pendant la saga Halloween, studio distribué par Universal principalement, qui est capable du pire comme du meilleur, et de temps en temps on a vraiment des bonnes surprises, et là je trouve que c'en est une parce qu'on n'est pas vraiment dans un film d'horreur, on a 2-3 scènes horrifiques, enfin graphiquement un peu horrifiques, mais on est dans un film, moi j'ai trouvé ça jouissif, c'est-à-dire que j'étais dans mon siège avec un large sourire en disant ouais vas-y quoi, il y avait un côté un peu revanche sur je sais pas, la mauvaise journée que vous avez passée, ce qui n'était pas mon cas, mais je pense que c'est un bon film défouloir. Moi j'ai trouvé que c'était un espèce de crossover complètement inconscient entre Robocop, il y a un peu quelque chose de Robocop, il y a quelque chose de Dead Wish, d'un justicier dans la ville, très clairement, et moi j'ai même trouvé qu'il y avait un côté Ex Machina là-dedans. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un type qui est un peu à l'ancienne, qui répare des bagnoles, qui vit dans une maison ultra moderne, avec une femme qui bosse pour une multinationale ultra moderne, avec une voiture où tout est automatisé. Donc c'est un film, est-ce que c'est un film futuriste? Encore un tout petit peu par rapport à ce qu'on vit maintenant, mais pas tant que ça. Et il a pour client, ce brave homme qui vit à l'ancienne un peu dans sa tête,
un espèce de programmeur informatique, petit génie, une espèce de nos dirigeants un peu autistes qui vit dans un sous-sol, on ne sait pas trop, on ne va pas citer des noms, mais enfin il y a beaucoup de gens on pourrait calquer beaucoup de personnes sur cette personne. Il va livrer cette bagnole et il est avec sa femme, et en revenant, ils ont un accident de voiture avec cette voiture télécommandée qui pose un problème, et ils arrivent dans un mauvais quartier et sa femme se fait dessouder, lui aussi on le laisse pour mort. Et finalement, il s'en sort. Sauf qu'il est tétraplégique et que son fameux client informaticien, petit génie, etc., lui propose de lui implanter une puce révolutionnaire qui lui permettra de retrouver l'utilisation de sa motricité physique, en tout cas. Ça, c'est le point de départ. Alors, l'acteur qui joue le rôle principal, c'est Logan Marshall Green. Mais moi, j'ai déjà vu cette tête, mais j'arrive pas à savoir. Alors, il joue dans The Invitation. Ah, ben Karyn voilà. Kusama. Il joue aussi dans, c'est moins intéressant, Prometheus. Oui. C'est quelqu'un qui ressemble un peu à Tom Hardy. Mais moi j'allais dire, ce mec, tout le long je regardais ce film, je disais mais on dirait Tom Hardy mais avec 10 cm de plus. Non, il y a quelque chose dans le faciès de Tom Hardy, vraiment. Et c'est un acteur assez intense, je l'aime bien. Et c'est vrai que il porte le film qui a pas un gros budget, hein, mais ça le fait bien. Et il y a un petit côté, il arrive à trouver aussi de l'humour dans les situations, parce que le moment, c'est difficile à décrire, mais en fait les scènes de combat, parce qu'il y a des scènes de combat qui sont vraiment bien, qui sont super bien, sur un principe où il anticipe tout. Oui. Et l'acteur, il y a d'ailleurs une scène assez risible où les gens n'arrivent pas à se fighter parce que chacun des deux arrive à anticiper les mouvements de l'autre, et ça donne un truc assez absurde. Et on voit le personnage lui-même qui se regarde lui-même faire avec étonnement, et en même temps qui trouve ça. Et c'est vrai qu'il le fait très très bien. Et c'est ce genre de série B, sans, vraiment on peut dire sans prétention, aucune, mais malin. Ça va vite, c'est un peu méchant. Je trouve que ça tient bien écrit. Je trouve que le dernier quart d'heure, à un moment donné, ça va, mais à un moment donné, ça aurait pu être peut-être encore une fois un peu plus simple et puis beaucoup mieux, mais ça va. Mais on sent un cinéaste, je pense, qui alors comme tu l'as dit, il a un certain background déjà, mais c'est quelqu'un qui comprend la mécanique, je pense, du divertissement efficace, de la scène choc. Il l'a montré d'ailleurs dans le film suivant. Hein. Oui, absolument, qui a beaucoup mieux marché, celui-là qu'on a vu chez nous, qui est Invisible Man. Oui, superbe. Moi j'aime beaucoup, j'ai revu. Toi, je sais que tu es un peu moins fan. Moi, je suis très fan de la première heure, que je trouve vraiment brillant, puisqu'on est presque dans un film de conspiration. On est face à une héroïne qui est persuadée que son ex a réussi à se rendre invisible via des subterfuges pas fantastiques. Il a réussi à créer l'invisibilité via des miroirs, etc. et qu'il l'espionne. Et je trouve ça juste la meilleure idée pas la meilleure idée du siècle, mais elle est super bien exploitée. Et à un moment donné, faut remplir le cahier des charges, puis on retombe sur un truc assez basique. Moi, j'ai toujours un gros problème avec les films. On vous présente des gens, des génies du crime très intelligents, et en une seconde, ça devient des crétins congénitaux. D'une seconde à l'autre, ils deviennent très cons. Donc moi, mais il a du talent, hein, ce réalisateur. Et son prochain film pourrait être avec Ryan Gosling, une adaptation du Loup-garou. 50-50, on ne sait pas ce que ça donnera. C'est l'Universal Dark Universe qui en remet une couche ou... Ils n'ont pas réussi à lancer, donc on verra. Mais en tout cas, c'est quelqu'un à suivre, et je pense Upgrade c'est un de ces films du vendredi, du samedi soir. Un film de minuit, quoi. Je pense c'est exactement le film qu'on a envie d'aller voir à 22h30, 23h dans une petite salle de cinéma, entouré de gens enthousiastes et puis qui gueulent à chaque fois que quelqu'un se fait dessouder, parce que franchement, il y a pas mal de gens qui se font dessouder, mais c'est horrible à dire, ça fait assez plaisir. Il y a un côté vraiment défouloir. C'est vraiment un peu, parce qu'on suit ce personnage qui, effectivement, moi je l'ai un peu pris en 15 guillemets personnellement, c'est-à-dire que ce personnage qui se retrouve tétraplégique, et grâce à cette puce, il va pouvoir décupler ses pouvoirs. Et devenir un as, par exemple, du combat. Et moi qui étais plutôt un enfant chétif, on rêverait d'avoir ses pouvoirs et tout d'un coup pouvoir aller castagner la tronche de quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers un trop grand nombre de fois. Donc c'est un film sans aucune prétention, mais qui se regarde sans aucun ennui, avec un espèce de sourire un peu, un rictus comme ça, assez affranchi. Et donc moi j'ai passé un très très bon moment. Ça date de 2018. Est-ce que c'est sur Netflix? C'est pas impossible, je sais pas. Faudrait voir. En tout cas, ça se trouve en Blu-ray, en DVD, et je pense que ça doit se trouver sur d'autres plateformes très très facilement. Upgrade de Leigh Whannell. Alors de mon côté, hier soir, j'ai regardé un film d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est d'un côté
idolâtré, de l'autre un peu, parfois par certains conspué. Enfin, c'est Sam Peckinpah. Je pense qu'à l'heure actuelle, si tu veux être du bon côté, il faut faire le malin qui avait compris avant tout le monde que Sam Peckinpah est un génie, quoi. Ça s'appelle les nouveaux ayatollahs du cinéma. Enfin, moi, je les appelle un peu comme ça. Alors, Sam Peckinpah, donc enfant terrible du cinéma américain, connu évidemment surtout pour La Horde sauvage, mais qui a fait toutes sortes de films très intéressants, et celui-ci qui s'appelle Cross of Iron, la croix de fer, qui est un film de guerre, ça se passe donc la Deuxième Guerre mondiale, avec l'armée allemande qui est dans la débâcle du front russe, et on retrouve un sergent extrêmement aimé par ses hommes, qui est le sergent Steiner, interprété par un acteur que je trouve sublime, c'est James Coburn, et qui se retrouve tout d'un coup sous les ordres d'un aristocrate prussien de la Wehrmacht, interprété par Maximilian Schell. Oui, il est horrible. Il peut être horrible. Il est effectivement horrible, et en fait, il est envoyé sur le front pour que quand la guerre, parce que la guerre va se finir, c'est une évidence pour tous les officiers et les soldats qui sont sur le terrain, ce personnage est venu chercher la croix de fer, qui est un honneur pour ceux qui ont fait preuve de bravoure au combat. Le sergent Steiner donc a une croix de fer, et donc le capitaine, je crois qu'il s'appelle Stransky, cherche à avoir cette croix de fer. Alors ça donne évidemment une confrontation entre un type ignoble et un sergent qui est près de ses hommes mais qui ne respecte pas la hiérarchie, dans un film de Peckinpah qui est clairement alors antimilitariste au possible, avec le style de Peckinpah, c'est-à-dire des scènes d'action, des ralentis, des découpages, mais plaqué sur une intrigue qui est extrêmement bien écrite, avec des dialogues qui sont même assez drôles, parce qu'on a ces soldats allemands qui n'ont pas vraiment la gueule de soldats allemands, parce que Sam Peckinpah n'a pas beaucoup de budget, ça se sent. Je crois que c'est un film tourné en Yougoslavie, avec un James Mason qui est pas très allemand, avec un James Coburn non plus, mais pas très non plus, et qui sont il y a aussi Jack Warner que j'aime beaucoup, et qui sont en fait complètement, c'est des soldats désillusionnés, et donc c'est assez drôle sur les commentaires de ces hommes qui sont sur le front depuis un moment, qui n'en peuvent plus, et c'est toute cette violence qui se passe autour d'eux, avec ce personnage qui vient chercher, donc Maximilien Schell, qui vient chercher cet honneur qui ne lui est évidemment pas dû, et ça nous donne un film de guerre qui n'est pas parfait, peut-être un peu long, mais qui est clairement un des plus originaux que moi j'ai pu voir, qui dit vraiment beaucoup sur la notion de lâcheté, de courage, sur l'absurdité de la guerre, sur justement, si je parle d'absurdité, qu'est-ce que c'est l'honneur au combat, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le courage, et en même temps un film sorti en 1976, donc évidemment post-Vietnam, donc on a un rare film qui est du côté des Allemands. On a le point de vue allemand de bons soldats qui regardent ce conflit et les dernières décisions suicidaires du Führer avec un dépit, avec une profonde désolation, et ça nous donne quelque chose de désenchanté, en même temps très dynamique. C'est très étonnant. Il y a des scènes typiquement avec un peu du Peckinpah, avec des femmes où il est un petit peu en roue libre, notre ami Peckinpah. Il aimait bien filmer certains personnages féminins dévêtus, mais ça nous donne quelque chose de vraiment saisissant, qui est pour moi un des meilleurs films de guerre des années 70, malgré le manque évident de moyens. Et en tout cas, c'est vraiment un film, je trouve, très puissant dans son propos. Donc je le recommande. Eh ben, honte à moi, je ne l'ai jamais vu. Et ça fait partie des films que j'ai sur une pile et que je remets toujours dessous. J'ai un collègue qui est ultra fan de films de guerre et qui ne me parle que de Croix de fer depuis des années, qui adore ce film. Et je sais que c'est une grosse lacune, et je l'avoue humblement. Donc ça va juste faire que je vais activer un peu cette vision que je remets à plus tard. Au niveau de Sam Peckinpah, je peux aussi dire, si ça t'intéresse, que le magazine anglais Cinéma Rétro, auquel je collabore un petit peu par chance, vient de faire un numéro qui arrive maintenant sur les dernières années de Sam Peckinpah, où il parle justement de Croix de fer, du convoi et de Osterman Weekend.
Donc voilà, ça arrive maintenant. Et si vous ne connaissez pas ce magazine, je vous le conseille vivement. Il existe depuis 18 ans maintenant, qui est consacré qu'au cinéma d'exploitation des années 60-70. Magazine, ce numéro dans lequel j'ai écrit un papier sur un film qui s'appelle The Body of My Enemy. Tu connais ce film ? Non. Mais c'est le corps de mon ennemi, en fait. C'est le titre anglais du corps de mon ennemi. Dans lequel j'ai fait un papier dans ma rubrique qui s'appelle French Connection, mais qui va s'arrêter. Je crois que ce sera le dernier numéro, malheureusement. Bref, c'est égal. Et ben moi, je vais juste terminer avec un truc sur lequel j'avais quand même plus ou moins d'espoir, parce que dans mes ramifications de choses que je n'ai pas vues, je regarde un peu des films noirs, pas tout le temps, mais un peu régulièrement. Et là, j'avais dans les mains Le Dahlia bleu, qui est un film qui n'est pas éminemment populaire ni éminemment connu au niveau cinématographique, mais qui est devenu tristement célèbre parce que le titre du film a inspiré des journalistes au moment du Dahlia noir, c'est-à-dire une année ou 2 ans après, je crois. 47, 48. Ouais. Donc, parce que l'héroïne était... En fait, Le Dahlia bleu, c'est quoi ? C'est l'histoire, au départ, on voit l'ex-femme d'un soldat, un soldat qui revient de la guerre, qui retrouve sa femme en pleine luxure, avec un amant, qui a une vie dissolue, et on voit qu'elle a pas mal d'ennemis, et c'est une brune ténébreuse, et on voit une soirée, voilà, c'est les 20 premières minutes du film qui sont extrêmement bien foutues, extrêmement bien posées. On nous cadre les personnages, et tout coup, il y a un plan de coupe, on voit le lendemain matin, elle est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, et évidemment, ça devient un jeu de piste de savoir qui l'a tué. Alors tout le monde avait des raisons de le tuer, mais c'est pas monté à la manière d'un whodunit, c'est vraiment monté à la manière d'un film noir. Et on a Veronica Lake qui joue dedans, et ça fait évidemment un lien, puisque Veronica Lake est le personnage interprété indirectement par Kim Basinger dans L.A. Confidential, puisqu'elle est censée jouer un sosie de Veronica Lake. L.A. Confidential, un livre de James Ellroy à la base, qui avait écrit un livre sur le Dahlia noir aussi, avant ou après, qui a donné une adaptation cinématographique catastrophique. Enfin, tout ça pour dire que ce Dahlia bleu, avec Alan Ladd et Veronica Lake, c'est un film que j'avais quand même une fois envie de voir, et puis il est sorti chez Sidonis en DVD, une copie correcte. Je me suis dit, allez, regardons ça. C'est écrit par Raymond Chandler. Qui est pas n'importe qui. Hein. Voilà, c'est pas n'importe qui, et c'est le seul scénario qu'il a fait, je crois, pour le cinéma. Et on arrive à la fin du film et on est, je ne veux pas dire consterné, mais on est un peu dépité à se dire, mais comment est-ce possible qu'un film avec un point de départ plutôt sympa, avec un Raymond Chandler, réalisé par George Marshall, c'est pas non plus le meilleur cinéaste du monde, mais voilà, se solde par un truc vraiment mi-film mi-réda. C'est pas désagréable, hein, on lui met volontiers un 5-5, voilà, mais on l'a vu une fois, puis on le reverra jamais. Et Sidonis, qui édite beaucoup de films noirs et beaucoup de westerns, ont l'avantage d'avoir des bonus qui sont un peu bruts, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un face caméra et qui nous explique des choses. Alors là, on a 3 bonus. On a Bertrand Tavernier, puisqu'il est encore vivant quand le DVD est sorti. On a Patrick Brion et on a François Guérif, qui est un grand spécialiste au niveau littéraire de la série noire. Il connaît tout, absolument tout. Et on comprend mieux. Alors les bonus sont presque plus intéressants, pas au niveau de la forme, mais au niveau du contenu, que le film où on nous explique comment Raymond Chandler s'est retrouvé sur ce scénario. C'est-à-dire qu'il était en train d'écrire un bouquin dont il n'arrivait pas à terminer. À un moment donné, il a besoin d'argent. On le sollicite pour le cinéma. On dit prends ce bouquin puis finis-le. Il n'arrive pas à le finir. C'est un ancien alcoolique. Il ordonne à un de ses assistants de l'enfermer dans une chambre avec des bouteilles de whisky parce qu'il ne peut pas écrire autrement qu'en étant bourré pour finir ce truc. Il le finit. A priori, le scénario de base est formidable, mais le studio de cinéma vient mettre son nez là-dedans. C'était la Paramount qui dit non, mais on peut pas avoir un méchant qui est un vétéran de guerre. Hein, ça va faire mauvaise image, donc il vous faut réécrire ça. Donc ils ont réécrit à l'arrache pendant le tournage, et ce qui fait que ce qu'il y a autour du film est presque plus intéressant que le film, et puis ce qu'il y a autour du film, c'est-à-dire l'histoire du Dahlia noir, est évidemment fascinante. On a un autre truc rigolo dans ce film, c'est Patrick Brion qui parle d'Alan Ladd. Il adore Alan Ladd, un acteur évidemment que tout le monde a oublié, à part les cinéphiles fondus, et qui dit un truc assez juste, je trouve. Il dit toujours que Alan Ladd est associé à L'Homme des Vallées Perdues, à Shane. Oui. Et il dit un truc, ça je vais jamais l'oublier, il dit non seulement Shane n'est pas le meilleur film d'Alan Ladd, mais c'est même pas le meilleur western qu'il a fait. Alors ça m'a plutôt rassuré, parce que moi j'ai vu ce film et j'ai trouvé ça, malgré l'aura qui est autour de ce film, vraiment très 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 moyen. Ouais, je comprends pas le délire autour de ce film. C'est très ennuyeux. Et ça nous boucle la boucle pour la fin de cette émission, puisque dans 1000 milliards de dollars, je sais pas si tu te souviens, il y a une scène où Patrick Devers emmène son fils au cinéma, et ils vont voir quoi ? Ils vont voir L'Homme des Vallées Perdues. Il dit c'est quoi ? Il dit c'est l'histoire de Shane, tu vois, il y a un gamin, ça va te plaire. Voilà. Donc on est au bout de nos tribulations, t'as vu comment on arrive à retomber sur nos pattes, pire que des in extremis. Voilà, c'était notre 4e volet officiel, si on ne compte pas le numéro 00. Oui.
qui existe, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'écouter, enfin, à condition d'avoir l'impression d'avoir envie dans une salle de bain. Dans un lavomatique. Et on se retrouve tout prochainement pour Ty West. Ty West ou autre chose. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, ce moment cosy. On espère que ça vous a plu. J'étais sûr que tu ne pouvais pas t'empêcher de finir en disant là voilà qui revient, la chansonnette. À bientôt. Bientôt.